Et bienvenue dans Fantastique, c'est Adrien Thomas. Fantastique, c'est un entretien intime avec un artiste, une personnalité unique, un parcours atypique, une histoire fantastique. Et aujourd'hui en face de moi, un fan de loisirs, de divertissement, de spectacles, de micros, de scènes et un journaliste avant tout. Bonjour Maxime Guény. Bonjour Adrien Thomas. Je suis très heureux de t'avoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Maxime, à chaque fois je me pose la question, je me dis, quand j'ai des invités, je me dis... Ok, j'essaie de faire 1 heure, mais je sais que ça dépasse. C'est pareil, toi, je sais qu'on va discuter. On a beaucoup de choses à dire parce que t'as un parcours aussi qui est hyper cool à raconter. Donc, tout commence déjà, tu me dis si je me trompe, à Épinal City, dans les Vosges. C'est ça, je suis jusque-là. Magnifique ville. J'ai bon. T'imagines la question, pourquoi les Vosges ? Pourquoi les Vosges ? Ça, faut demander à mes grands-parents, bah oui, c'est ça. arrière-grands-parents, absolument. Mais non, mais c'est bien en vrai de naître dans les Vosges. T'as ce côté nature, montagne. Oui, c'est ça. Très cool. Et encore, Épinal, c'est la plaine. La montagne, c'est encore à quelques kilomètres. Combien de temps ? Oh, bon, une dizaine d'années à peu près. Et puis, on a pas mal déménagé. Mon père travaillant dans l'univers de la banque, il était muté tous les 4 ans. Donc, en gros, on en est à notre 11e déménagement, je crois. Ouais. Donc, au départ, les Vosges. Et puis, vers mon adolescence, c'était la Marne. Et ensuite, c'était la Franche-Comté, vers Belfort. Et enfin, Paris. Waouh, ah oui. Donc, tu as voyagé quand même pas mal dans aussi l'est, est de la France. Quand tu étais jeune. Tu faisais du ski déjà ? Non, même je pas fais de la luge. Ah oui, c'est moins technique. C'est moins sportif aussi, ça me correspond bien. Ouais, tu t'es pas trop fait mal quand tu étais gamin ? Non, franchement, ça va. Mais c'est vrai que les gens me disent, quoi, tu ne sais pas faire du ski alors que tu es vosgien ? Eh oui, ça arrive. La honte. Mais j'ai beaucoup voyagé après, voilà, j'ai pas eu le temps d'apprendre, c'est ce qu'il faut dire. Tout compris. Il voulait faire quoi Maxime Guény quand il était tout petit ? Magicien. Magicien, premier taf quoi. Magicien, chanteur, sauf que très rapidement je me suis dit que chanteur c'était pas possible. Et à un moment c'était rockstar et vers la seconde première c'était animateur télé. Je te dis rockstar. Ouais. Attends mais c'est pas un métier rockstar. Ouais, rockstar, c'est-à-dire pianiste. Mais qui te faisait rêver, Johnny genre ? Performer. Non, Dorothée. Ah oui, d'accord, on est sur la rockstar Dorothée, quoi. Chantal Goya, c'est idoles de notre enfance, des années 90. D'accord. Oui, parce que j'ai vu que t'as fait de la musique un peu, du piano. J'ai fait 10 ans de piano, au départ du synthétiseur, avec un professeur d'accordéon, va comprendre la logique. D'accord. Des choses. Oui, tu me diras, c'est du pianotage. Très bon, mais un virtuose de l'accordéon. Ouais. Et donc j'ai commencé avec de la variété. Ouais. Mon premier morceau appris, c'était Les Démons de Minuit. Voilà. Et je faisais les premiers concours, les premières médailles, les premières de musique. Ah oui, donc vraiment, t'es engagé dans le truc. Complètement. C'est pas juste à la maison, dans la chambre, à faire de la musique. Donc, premier synthétiseur vers 7-8 ans. Et puis de la variété, j'ai ensuite basculé sur le piano-bar, un peu de classique. Jazz ? Ouais. Un peu de jazz. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait véritablement ma rockstar, parce qu'avec un pote, on a monté un groupe de pop-rock électro qui s'appelle Emmett, comme le doc Emmett Brown de Retour à le futur. Et on a fait une quinzaine de scènes parisiennes, dont la Cigale, l'Alhambra et la Boule Noire. Et donc etc. toi, t'étais au... Et j'étais au synthé. Au synthé. Exactement. Donc j'ai vécu ce sentiment de... Wow, rock'n'roll. Ah mais trop bien. Et t'en joues encore du piano ? Ouais. Enfin demain on te met un piano, tu sais en faire quoi. Ça s'oublie pas. Alors si non, si ça s'oublie. Ah bon ? Ouais, autant quand tu remontes sur un vélo après des années qui arrivent, là j'ai besoin de m'y remettre parce que je joue beaucoup à l'oreille. Je fais un seul an de solfège, mais c'est du travail. Et en fait j'apprends aussi vite que j'oublie. C'est la même chose pour les tours de magie, comme j'adore la magie. C'est la même chose pour les textes de présentation dans des grands shows. Je l'apprends, je le connais par cœur. Et 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ça part. Ah ouais. Donc je ne garde que l'essentiel. Ah ouais, ok, d'accord. On m'appelle Nemo. Mémoire de poisson. Ouais, c'est ça. Ouais, donc t'as été autodidacte comme sur le piano, et puis tu disais, parce que j'allais te demander, et le chant, jamais ça t'a tenté, bah tu m'as répondu, tu m'as dit si. Si, alors j'ai même fait un casting de comédie musicale à l'époque du lycée. Alors il y a eu 2 castings. Le premier, c'était pour une comédie musicale qui s'appelait Alix au pays des merveilles. L'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais dans l'univers de la drogue. C'était un spectacle de prévention contre les drogues. Et donc, il nous demandait à la fois de chanter, donc ça allait. Il y avait SOS d'un terrien en détresse quand même, donc c'était. Oui, c'est une belle chanson. Tous les cris des SOS, pardon. Et le deuxième, c'était Viens voir les comédiens de Gainsbourg. De Charles Aznavour. Ça se termine pareil. Et donc j'ai été pris en chant. Et après, ils m'ont demandé de faire de la danse, parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc j'ai fait une super chorégraphie sur du S Club 7. Et je les Don't Stop Moving. Ouais.
Et je les ai entendus un peu rire. Et finalement, j'ai été pris juste pour le chant. C'est déjà pas mal. Ah, donc t'as chanté. J'ai chanté 2 rôles. Le premier, c'est un peu le leader beau gosse qui se la pète au lycée. Et le deuxième, champignon hallucinogène, un peu en mode Jim Carrey. C'est pas la même chose. Tu vois un peu le truc. Ok. Donc ça, c'est mon premier casting. Et puis j'en ai fait un deuxième où j'ai essayé de rentrer dans l'univers de Disneyland à l'époque où ils faisaient la comédie musicale High School Musical en live. Je me suis dit, je peux être un peu Zac Efron, quoi. Et j'ai envoyé une maquette, mais j'ai jamais eu aucun retour. Ah oui, donc quand même, en fait, c'est marrant parce que on en reparlera plus tard, mais tu te retrouves encore sur scène aujourd'hui à présenter des artistes, des musiciens, etc. Mais en fait, la scène, tu l'as depuis que t'es gamin. Exactement, en mais toi, plus en tant que présentateur à valoriser les gens. Et c'est ce que je maîtrise le plus finalement. Ouais. Pas à toi faire une performance artistique. Moi, ça dépend si on considère que la présentation c'est une performance artistique, c'est-à-dire capter le public, l'emmener quelque part, lui raconter quelque chose. Donc ça frôle un peu le métier de comédien. D'ailleurs, sur mes contrats à Disney Concert, il n'y a pas marqué présentateur, il y a marqué artiste, voire narrateur. Ah ouais. C'est une petite subtilité, mais qui a son importance. Ah ouais, ok. Non, mais c'est marrant. Sur le comment dire, on va dire le parcours de jeunesse de Maxime qui chante, qui danse, qui fait du piano, il y a une autre passion qui prend de la place, c'est la magie. Ouais. Et là-dessus, je suis aussi un grand passionné de magie, comme tu le sais. À quel moment ça arrive dans ta vie, toi, la magie ? Ça arrive très vite avec les premiers livres de Sylvain Mirouf. À la télé déjà, Sylvain Mirouf. Alors moi il avait sorti une collection. Oui, comment ça s'appelait J'aime la magie. J'aime la magie. Donc tu l'avais aussi. Ouais. Yes, il retrouvait enfin quelqu'un qui avait ce truc. L'intégralité. Avec les cassettes VHS. Fascicule, cassettes. Et après, des années plus tard, il a fait la même chose, mais avec des DVD. Ah oui. Donc j'ai appris la magie pareil, tu vois. C'était vraiment génial. Il a une vraie pédagogie. Et puis j'étais très fan de ses prestations chez Michel Drucker à l'époque dans Studio Gabriel et ensuite Vivement Dimanche. Donc il m'a vachement inspiré. Et puis il y a aussi Attention Magie à l'époque sur France 3 avec Gilles Arthur qui est aujourd'hui mon producteur des Mandrakes d'Or, c'est drôle. Et le Daniel Harry pour les grandes illusions. David Copperfield parce qu'à l'époque sur France 3 il diffusait des grands shows de Copperfield sur la chaîne. Et puis ça arrivait comme ça. Première boîte, 7 ans, assez classique comme la plupart des personnes. Et puis, ça s'est accéléré vers mes 12-13 ans. En vacances, à Royan, il y a un stand de magie où ils vendaient des articles à l'unité. Ouais. C'est facile à faire, un peu automatisé. Ouais. Et un premier tour, deuxième tour, troisième tour, je commençais à agrandir ma collection. Et voilà. Mais tu faisais des tours à la maison pour la famille ? À la maison, pour la famille. Et je faisais mes petits spectacles. Et très rapidement, quand je suis arrivé sur Paris, en parallèle de mes études, j'ai fait magicien pour Jouet Club, Village Jouet Club, où j'étais magicien tous les samedis pendant 5 ans. Dans la boutique pour représenter une marque qui s'appelait OID Magique. D'accord. Où tu avais un Svengali, c'est un jeu de cartes, du Dynamic Coin, c'est l'apparition-disparition. T'étais démonstrateur en fait. Exactement. Démonstrateur pour le côté commercial, magicien pour le côté artistique. Ah ouais, mais ça payait bien, c'était cool, ça te faisait un peu d'argent. Ça faisait 50-60 euros par jour. C'est cool. Et en plus, tu faisais ta passion, donc pour le coup. Et 5 à 10% de commission quand même si tu vendais. En fonction des ventes. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que l'intérêt c'est de vendre des tours de magie pour eux. S'ils mettent un mec qui les présente. Donc il y a eu ça, où je vendais de la magie professionnelle destinée au grand public. Ça a été le seul moment où tu as été payé pour faire de la magie ? Ou entre guillemets t'en as fait ton métier quoi, je veux dire. Il y a eu ça et puis après t'avais des clients qui étaient là et qui parfois me proposaient vous faites des anniversaires pour les enfants. T'avais une carte? Ouais. Donc tu donnais ta carte? Et je donnais ma carte et j'en ai fait 1 ou 2, c'est pas vraiment ce que je préfère. 1 ou 2 mariages, pas vraiment ce que je préfère. Et puis c'était pas mal. Mais c'est drôle parce que je demandais à mes parents pour mon anniversaire, pour mes 18 ans, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Je leur disais une guillotine, mais une guillotine à magie, à main, tu mets ta main à l'intérieur, tu mets une carotte et ta main elle ne se coupe pas et la carotte a été coupée. Ouais, non mais c'est vrai que c'est chelou le gars. Ben ouais. Mais et donc peut-être que dans une autre vie, Maxime, t'aurais peut-être voulu toi faire une vraie carrière que de magicien. J'ai parlé à une médium, elle m'a dit que dans une vie passée, j'étais bonimonteur. C'est quoi? Tu sais, avec les gobelets. Le bonto. Le bonto, ouais. Exactement. D'accord. Ouais. Et donc, je pense que ça a dû rester. Mais mon grand-père aussi était très, très carte, faisait déjà des tours, tu sais. Il se mettait une épingle à travers le cou comme ça, sans se couper. Oui, d'accord. Donc, il y avait déjà une fibre artistique dans la famille. Une fibre artistique, ouais, c'est ça. Donc, tu me dis, tu regardais déjà, je sais pas, quand t'avais 10 ans, tu regardais la télé, t'écoutais la radio déjà? Ouais.
J'écoutais Énergie, Ouais. Bruno Guillon à l'époque. Sur Énergie, qui faisait le morning. Ouais. Qui faisait le morning. J'ai écouté pas mal Fun Radio aussi, vraiment époque adolescente. Et beaucoup la télévision, évidemment, bercé par... Tu regardais plus la télé que tu écoutais la radio? Oui, beaucoup plus largement. Club Dorothée, les émissions de Foucault, Interville... tous les divertissements en quelque sorte. Tu regardais pas le Morning Live sur M6, ce genre de truc? Si, un peu plus tard. Ouais. Je crois que c'était ça, moi. Mais la télé, j'ai pas trop je regardais Fun TV à l'époque, qui était la chaîne vraiment où c'était de la radio en direct. Et moi qui voulais faire de la radio, je trouvais ça extraordinaire. C'est pour ça que je me demandais si t'écoutais aussi la radio et comment t'avais eu ce première approche avec la télé, quoi. Parce que la première approche à la télé, c'est quand j'avais 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire que je ne mangeais que devant la télévision. C'est-à-dire que tu me mettais petit ours brun, mes parents, et là je commençais à manger. Ah ouais. J'étais happé par, c'est fou parce par que le média télé. Aujourd'hui, les parents essaient justement d'enlever les enfants de la télé. C'est oui, l'inverse. mais après c'était quand même très carré. Oui, mais je veux dire, mais moi aussi j'ai été élevé à la télé et ça fait partie de l'éducation, tu vois. On a été comme ça et ça nous a pas. Enfin, je veux dire, on est quand même bien, tu vois. Et mais aujourd'hui, à quel point j'aimais la télé, c'est que c'était. J'en avais une dans ma chambre. Non. Alors, à une époque, mais c'est vraiment la petite télé de l'arrière-grand-mère, tu sais, avec le tube cathodique que tu mettais en fond et tu captais avec l'antenne. Mais non, une fois, et c'est la seule fois de ma vie, j'ai été dans un stage de vacances, une sorte de colonie de vacances pendant 1 semaine, j'ai détesté. Mais eux, ils avaient une télévision et c'était l'époque où TF1 diffusait Interville le mercredi soir. Ouais. Tu vois le truc? Pendant que tout le monde était à l'extérieur, moi je faisais style, je vais aux toilettes. En fait, non, j'allais dans la réserve des moniteurs pour essayer d'allumer la télé pour voir l'émission que j'adorais. Ah ouais. Ça allait très loin quand même. Qui revient, je crois, cette émission d'ailleurs. Qui devrait revenir sur France 2 courant été 2025 sans vachette. Ouais. Ah oui, 2025. 2025. Tes parents t'ont laissé partir de la maison pour faire ce que tu voulais sans hésitation quand t'as voulu? Ouais. Oui, on m'a dit non, tu partiras pas si t'as pas ton truc, machin. Non, pas du tout. On laissait faire ce que tu voulais direct. Surtout que j'étais majeur, je venais avoir mon baccalauréat. En plus. Bac L, littéraire, option cinéma, audiovisuel. Pareil, exactement la même. Toi aussi? Pareil. C'est drôle. Et théâtre, en option secondaire, 19 sur 20. Pas mal. Hein. Ah ouais. Pour une fois que j'ai une bonne note. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Et puis, je suis monté sur Paris. À l'époque, j'étais avec une copine. Et donc, on est montés tous les deux à Paris. Et on habitait ensemble. Donc, c'était une première aussi. Ah ouais, c'est bien d'être monté accompagné. T'étais pas parti tout seul comme ça. J'étais pas suffisamment mature ça te faisait peur, à Paris 18 ans. Ouais. C'est dur tout seul quand même. Moi aussi, je suis monté avec un pote. Quand t'es avec quelqu'un, tu te serres les coudes et voilà, donc c'était la première expérience. Et la première chose que j'ai faite en arrivant à Paris, tu vas rire. Je suis allé au McDo. Mieux que ça, j'ai assisté à une émission de télévision. Ah ouais? Ouais, parce que je voulais. Ah, donc vraiment la télé, ça te faisait kiffer, quoi. Exactement. Donc j'ai pris réservation pour aller voir. On a tout essayé à l'époque, présenté par Laurent Ruquier, au Moulin Rouge sur France 2, au Moulin Rouge. Ouais. J'ai été estomaqué par l'organisation, la production, le plateau, l'énergie qui était déployée. C'est fou, ouais. Et j'y suis retourné le lendemain. Et en fait, j'ai observé comment ça fonctionnait. Et après, je me suis fait toutes les émissions. Qui veut gagner des millions, le grand journal, les émissions de Nagui. Et discrètement, avec mon petit appareil photo, j'ai essayé. À l'époque, l'iPhone n'existait pas. Je faisais des petits reportages comme ça. Je me faisais choper par les gars de la sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Effacez ça immédiatement. Ah ouais, merde. Et oui, c'est vrai que c'est quand même. Mais d'accord, ok. Donc le grand passionné de télé déjà commence à se réveiller. C'est ça, exactement. Ah oui. En plus, c'est gratuit l'assist à des émissions télé. Donc c'est gratuit et parfois tu peux même te faire payer. Oui. J'ai toujours essayé de rentrer, tu sais, dans pas des agences de mannequinat, mais des agences de publicité. Et ils n'ont jamais voulu de moi. Tu t'arrives quand même à redescendre. Ta famille est toujours dans les Vosges? Non, elle est descendue il y a une dizaine d'années dans le sud de la France. Ah, trop bien. Vers Avignon. Et t'arrives quand même à descendre un peu, aller voir de temps en temps. C'est rapide, Paris à Avignon, c'est assez direct. Donc là, changement de vie, on passe de l'est, du froid, la grisaille, au sud, au soleil. C'est terrible. C'est une autre vie quand même. Donc ça te fait du bien quand même. Ah bah ça fait du bien. Donc t'arrives à y aller un petit peu. Oui, absolument. Dans l'année. 3-4 fois dans l'année à peu près. Parce que la vie de parisienne prend du temps quand même. Quand on a beaucoup de boulot. Oui, et puis après, en vrai, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir à Paris en matière de spectacle, de loisirs, musical, de loisirs, de parcs aussi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a le choix. Donc, on est quand même bien lotis ici. Alors, donc t'es à Paris, t'as ton bac.
à quel moment tu te dis, parce que là, Maxime, il veut faire plein de choses, mais à quel moment le journalisme vient à toi? À quel moment tu te dis, ok, en fait, journaliste, c'est ce que je veux faire? Parce que, dis-moi si je me trompe, mais ça a été vraiment ton premier taf. Oui, et c'est que tu es encore aujourd'hui d'ailleurs journaliste, mais c'est le journalisme, c'était aussi comme ça que tu as commencé dans les médias. Alors celui qui m'a donné envie de faire du journalisme, il s'appelle Tintin, T-I-N-T-I-N, vous savez, Tintin Reporter. Vous voyez les dessins animés? Oui, alors oui, avec le blond de Tintin, ça, quoi. C'est ça, avec son petit Ah oui, il était reporter, c'est vrai. Ouais, c'est ça, Tintin Reporter autour du monde, je voulais être Tintin. C'est ça. Sauf que j'ai une veine d'aventurier dans l'univers que j'aime bien, à savoir la télévision. Donc je voulais être Tintin Reporter à la télévision. Ouais. Tu vois le truc? Ouais. Donc, la houppette mise en l'air, et vers 12-13 ans, je me suis dit, je veux vraiment être journaliste, mais je n'avais pas cette capacité à être un très très bon à l'école. J'étais moyen, je me débrouillais, je me faufilais en quelque sorte, et à force de persévérance, de détermination, j'ai fait des études d'information de communication à la fac, et de ce biais, j'ai fait mon premier stage dans une rédaction qui s'appelle Média Plus et pour qui je travaille encore aujourd'hui. Média Plus, qui est un quotidien destiné aux professionnels des médias et de l'audiovisuel. D'accord. Pour qui je leur livre des interviews de patrons de chaînes de télé, des producteurs de séries, de divertissements, des patrons de radio, etc. Et voilà. Et c'était mon premier pas dans le journalisme. Mais le journalisme quand même très ciblé. Oui, bien sûr. Ouais. Journalisme politique, c'est pas mon truc. Journalisme audiovisuel, stratégie, programmation, loisirs, c'est ce qui me faisait vibrer. Donc je l'ai fait. D'accord. Je continue à le faire. J'ai vu que tu avais un job aussi chez TF1 pour leur site internet. Ouais, c'était les premiers jobs en tant que pigiste. Au départ, le site s'appelait pluriel.fr, dédié aux femmes. Donc, on devait faire 7-8 news par jour. Ah ouais. Donc, toute la journée chez TF1, à taper, à regarder les actualités avec une rédactrice en chef. Ce site s'est transformé en tf1.fr. Et puis, très rapidement, j'ai commencé à faire les comptes rendus en live pour TF1 de Star Academy, de The Voice, de Secret Story. En live, qu'est-ce qui se passe pour que les gens soient au fait de tout ça. Donc, c'est drôle. Donc, j'avais quand même un pied dans la tour TF1. C'est ça. Comme impressionnant quand tu y vas pour la première fois. Hein. Ouais, je crois à Boulogne-Billancourt. Je suis entré en dessous. J'ai pas entré dans le bâtiment. Je suis à l'accueil. Ouais. Tu rentres, tu sais, t'as un écran de télévision avec toutes les chaînes. Tu dis waouh! Ah non, c'est assez impressionnant, c'est sûr. Bon, après, t'as aussi fait quelques petits mois en radio, chez Sud Radio notamment. T'as été chez Télépoche. Et puis, 2014, le spectacle revient à toi avec Prof et compagnie. Tu te rappelles? Prof et compagnie, ouais, c'est une pièce de théâtre que j'avais coproduit avec mon pote Cédric Cizer. J'avais une association, on a transformé ça, on a eu la licence de spectacle, on a joué à Contrescarpe, qui est une salle parisienne, puis une autre salle. C'est une pièce que vous avez écrite? Que mon pote a écrite. Ouais. Et comment j'avais la structure, il y a un peu les contacts et le bagou pour en faire la communication. Je l'ai accompagné, c'était une belle aventure. Effectivement, en matière de théâtre, c'est difficile d'avoir une rentabilité en quelque sorte. Donc, on a essayé de faire comme on pouvait, mais on avait quelques noms très sympas, dont Philippe Vasseur, alias José dans Hélène et les garçons, les mystères de l'amour, qui avait franchi le pas du théâtre. Donc, il y avait une petite notoriété, ça a créé une petite communauté. C'était sympa à faire. On y revient toujours au spectacle, Mais quand même, quand même un truc. Et alors, j'ai découvert un truc aussi en fouillant un peu. En 2015, tu montes un magazine qui s'appelle The Entertainment Mag. Alors c'est... Je savais pas que t'avais un... Pas tant un magazine, c'était un webzine. C'était pas un vrai magazine. C'était un site internet. Je me rappelle très bien du slogan, c'est votre référence du divertissement. C'est pas mal. Ouais. Déjà, The Entertainment Mag. Bon, ça veut tout dire. Pourquoi je l'ai créé? Parce que je voulais... Alors, autant j'avais mes entrées pour aller assister aux coulisses des émissions de télé, donc journaliste média, mais je n'avais pas le contact pour rentrer gratos pour les spectacles. Les spectacles, les comédies musicales, les pièces de théâtre. Donc en gros, j'ai contacté tout Paris, les attachés de presse, en disant je lance un magazine, invitez-moi, je vous fais un récap critique. Valorisante ou pas, et voilà, je commençais à recevoir les invitations et à aller, comme j'étais étudiant, pas trop d'argent, c'était mon seul moyen pour entrer ce métier, voir de l'intérieur et faire les critiques telles que j'ai pu apprendre
avec le temps. Donc après, ouais, c'était top. Après, t'as arrêté, J'ai ça prenait du arrêté, temps. absolument, une fois que j'avais les contacts. Et puis, d'autres choses s'enchaînent. Quand il y a un projet qui s'arrête, il y en a toujours un qui s'ouvre. Une porte se ferme, Ouais, c'est ça. l'autre s'ouvre. C'est comme ça que la carrière aussi, elle se construit petit à petit. Et justement, on arrive à 2017. Et c'est une année qui te parle, je suppose. Ouais. Il s'est passé quand même pas mal de choses en 2017 pour toi. Alors, je sais pas exactement comment ça s'est passé pour toi, puisque donc, est-ce qu'on t'appelle? Est-ce que c'est la société de production de Cyril Hanouna qui t'appelle H2O Productions pour te dire, en fait, on t'a repéré, on te veut dans l'émission TPMP? Ou est-ce que c'est toi qui as postulé? Comment ça s'est passé au tout départ? Comment on se retrouve comme ça sur une émission qui, quand même, à l'époque, avait sa notoriété déjà, que je sais pas si tu l'as regardé avant d'y être Je d'ailleurs. regardais pas tous les jours, mais c'était comme une émission média, donc je regardais avec un œil attentif. Donc comment tu t'es retrouvé en fait à être appelé ou toi appelé, je ne sais pas. En fait, comme je te le disais, ça faisait 10 ans que je travaillais pour la presse professionnelle, et donc j'étais invité parfois à la radio, sur Europe 1, France Inter, France Bleu, pour intervenir en tant qu'expert média sur des sujets, les audiences, les nouveautés. Et de fil en aiguille, sur Europe 1 notamment, dans le grand direct des médias, l'un des rédacteurs en chef de l'émission est devenu rédacteur en chef de TPMP assez rapidement. Ok. Et le lien était fait. Le lien était fait. Et en 2017, la rédactrice en chef adjointe m'envoie un SMS me demandant si je voulais intervenir en tant qu'expert média. Et puis, je dis oui, ça peut être sympa, bonne expérience, parce qu'il cherchait à upgrader cette partie-là à l'époque. Ouais. Et je dis, allez, c'est parti. Donc, c'était décembre 2016. Et le 5-6 janvier 2017, je faisais ma première en tant que vraiment expert média, jeune journaliste, 29 ans j'avais, et c'était vraiment très cool. J'ai eu très peur au départ. Oui. Mais une fois que je suis rentré dans le studio, tout le stress c'est ce que j'allais te demander. est parti. Donc, est-ce que tu étais à l'aise au tout début, enfin, tu vois, comment t'apprendre le truc aussi de toi qui toujours été passionné de télé, de te retrouver, de te dire, en fait, tu vas t'asseoir autour d'une table, tu es en direct dans une émission. C'était comme une puce. Waouh, les projecteurs, le public, il y a un sens. Là, t'es plus dans le public, du coup, t'es devant la caméra. Devant la caméra, c'est assez hallucinant. Et puis de se retrouver dans les loges avec les chroniqueurs que tu regardais à la télévision, c'est une drôle d'impression. Tu passes de l'autre côté du miroir. Et bien, en fait, comme j'étais dans mon couloir média télévision, je savais de quoi je parlais. Et puis après, il faut faire avec Cyril, les vannes, jouer avec lui, être. Ça, tu le savais avant de. On connaissait l'émission. Hein. En gros, c'est avant tout une émission d'humeur, d'infotainment. Oui. Faut pas oublier le tainment. Et voilà. Et puis il s'est amusé de ma voix, ma manière de parler, un peu Montebourg comme ça. Mais en fait, t'as jamais joué un personnage, c'est toi. Non. Je pense que du fait du stress, le timbre de ma voix était peut-être un peu plus vibrant à l'époque. Ah oui, tu t'es créé une carapace un peu. C'est ça, parler un peu, voilà. Mais je pense que c'est juste une question de stress. Maintenant, j'arrive à me rééquilibrer en quelque sorte. Et puis, ils m'ont rappelé la semaine d'après, puis la semaine suivante. Et puis, au bout de à peu près la 10e fois, je me rappelle très bien, c'était une émission, elle s'enchaînait avec un prime time. J'étais pas du tout prévu sur le prime time. Et Cyril me dit, Maxime, tu restes, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Et là, j'ai commencé à intégrer l'émission en tant que chroniqueur permanent. Résident. Et comme il y a eu une espèce d'alignement des planètes, le départ d'anciens chroniqueurs, Thierry Moreau à l'époque, Enora Malagré, Mathieu Delormeau, il y avait de la place. Ils ont fait le focus sur le petit jeune que j'étais. Voilà. Et t'as trouvé ta place autour de la table. Très rapidement. Et puis après, 2-3 mois après, c'est enchaîné une autre émission avec Julien Courbet. C'est que de la télé. C'était une histoire de quiz de l'été. Et puis j'ai fait mes premiers TPMP, l'enquête. Où je suis parti sur les quiz du Tour de France avec Jean-Michel Maire. Où on faisait un vrai reportage en mode on est en immersion dans l'univers du Tour de France. Donc là, ça a vraiment débuté ainsi. Et donc après, la véritable rentrée, parce que j'étais arrivé en janvier, donc la véritable rentrée de septembre 2017, où là, j'étais vraiment inscrit dans l'équipe. Et donc, les années passent, t'es toujours autour de la table, tu t'amuses, parce que je pense que ça restera, tu diras pas le contraire. Les années passent, les mois passent. Oui, les mois passent, mais ça restera une aventure quand même qui t'a marqué, une expérience incroyable pour toi, je pense. Ça m'a ouvert la voie à plein de choses. Voilà, c'est ça. À mes premiers prime time, en tant que présentateur en direct sur la chaîne. Que je gagne en plus, c'est pas un prime time qu'on me propose, c'est que je gagne. Ah oui, c'est vrai, il y avait un délire c'était un jeu. Apprendre ou à laisser. Dans l'une, t'as une paire de chaussettes et l'autre, t'as un prime time. Je prends la dernière boîte et dans cette boîte, il y avait un prime time.
Alors j'étais content et pas content parce que c'est comme un peu de pression. Ouais. Et finalement, ils ont tenu parole. Et 3 mois après, j'étais en prime time sur C8. C'est là où j'allais dire. La magie selon Guény. C'est ça, c'était le nom de l'émission. Et donc, ils t'ont laissé libre choix sur la théma et tout? Ouais, j'ai croisé la chaîne dans le couloir 3 semaines avant. Et tu veux faire quoi, Maxime? J'ai dit, écoutez, j'aimerais bien faire soit un grand cabaret funky avec des artistes, soit une émission de magie. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le directeur général d'H2O, Lionel Stan, m'appelle un mardi, je me rappelle très bien, un mardi. Il dit, Maxime, on va lancer ton émission, on l'appelle la magie Maxime Guény ou selon Guény. Oh, selon Guény, c'est plus compressé. Très bien, ah ben, on lance le communiqué de presse. Allez, c'est parti, t'as 3 semaines. Et 3 semaines pour faire le concept. Il y avait 2 phrases de concept, mais il a dû tout faire en 3 semaines. Je te jure, c'était hyper chaud. Et ce qui est très drôle, c'est que j'étais journaliste média en parallèle. Donc je recevais tous les communiqués de toutes les chaînes. Et un jour, je vois le communiqué avec ma tête. Tu te dis, ok, là, je peux plus faire marche arrière. Et je vous rappelle que sur Twitter, t'as certains compères, journalistes, en me disant, moi, qui étaient choqués de me voir à la tête d'une émission de télévision. Ouais. Ah bah c'est clair, ça a dû. Bah oui. Je croisais dans les conférences. C'est toi? T'as un prime? Oui, j'ai halluciné. Ah non, mais c'est incroyable. Donc tu fais quoi là? T'appelles tes potes magiciens, tu montes le truc. Alors il y a une productrice, Agatha Roulant, qui était là avec une bande d'auteurs. Et donc ils ont appelé des magiciens pour nous aider à monter la structure de l'émission. Parce que le concept, c'était toi qui faisais tous les tours ou non, t'avais des invités? Les chroniqueurs sont les magiciens en herbe. Oui, d'accord. Ils vont avoir 2-3 minutes pour essayer de convaincre le public qui va pouvoir voter via Twitter. D'accord. De 1 à 10. C'est en direct? Ouais, en direct. Pour savoir quel est le meilleur magicien amateur autour de la table. Et tout était ponctué par des grandes illusions que je faisais avant chaque coupure pub à peu près. Puis lancement de magnéto, un peu de magie drôle. Donc, il y a quand même du taf, il y avait que chacun apprenne un tour et tout. Beaucoup de taf. Ah ouais. Et finalement, j'étais au bureau, j'ai appris les tours. C'était Tim Silver et son équipe qui nous avaient aidé à monter, nous avaient prêté ses propres tours et qui avaient formé les chroniqueurs. Ils sont tous beaucoup amusés après avoir eu leur retour. Et évidemment, j'avais eu un peu le stress de la première. J'étais un peu attendu au tournant. D'autant que j'enchaînais TPMP plus mon prime. En gros, j'étais autour de la table pendant 3 heures. Et après, donc tu pouvais pas te focus avant. Et après, je devais être vraiment là-dessus. Je me rappelle, il y avait Dominique Farrugia qui était chroniqueur. Et puis, c'est un changement de plateau, mais en même temps, il n'y avait pas de pub. Donc, on enchaînait directement. Bienvenue, je lance le générique, c'était parti. T'as pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir. Et puis, t'as pas de prompteur, quoi. J'avais pas de prompteur. Ah ouais? J'avais que les fiches qu'on m'a données 24 heures avant. Généralement, tu te les as un peu. Moi, j'ai besoin de travailler si je veux être bon. Maintenant, je suis plus à l'aise, mais heureusement que la productrice, la veille, me faisait venir sur le plateau de TPMP vide, sans lumière, juste au pupitre pour essayer de matérialiser l'espace, visualiser comment ça allait être. Mais ce qui était cool dans cette configuration-là, sur le plateau qui était à les studios de Boulogne, je crois, à l'époque. Ouais, c'était la Canal Factory. La Canal Factory, t'avais quand même une sorte de scène. Oui. Parce que pour faire une émission de magie, aujourd'hui sur le plateau actuel de TPMP, c'est impossible, tu vois, par exemple. Ouais, c'est vrai que ça se prêtait hyper bien. Il y avait cette scène en face où je crois ils faisaient des artistes, etc., qui servaient pour les happenings et tout. Ouais. Et donc t'as pu faire tes tours là-dessus. C'était quand même un confort aussi exceptionnel. Donc c'était une sorte de cabaret au final avec la table. C'est ça, et avec le public. C'était trop bien. Franchement, on s'est vraiment éclaté. On a fait. Et puis à la fin, Cyril était dans mon oreillette en deuxième partie de soirée. Et en deuxième partie de soirée, il faisait le con. Il m'a envoyé des. Il surveillait quand même. Et non, il faisait le con dans le sens où il me faisait des vannes. Ouais. Il faisait donc des c'était vannes. détente quand même. Répète ça. À vous, cognac G. Toi, des trucs comme ça qui faisaient rire le public finalement. D'accord. Et très bonne ambiance. Et puis le lendemain, grosse surprise. Bah oui, les audiences. Leader TNT. Incroyable. Leader sur toutes les cibles commerciales. Alors là, je peux dire, j'ai jamais reçu autant de messages. Tu m'étonnes. Et j'ai pas dormi la nuit. Ah ouais. J'ai pas dormi la nuit parce que t'es dans l'adrénaline du truc. Oui, du truc. Toi, tu te revois le truc en replay. C'était combien d'heures de direct cette émission-là? C'était 2h30. Ouais, quand même. 2h30 de direct. Sur de là, t'as pas envie d'aller dormir, quoi. T'as pas envie d'aller dormir. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, complètement. J'ai pas réussi à redescendre. Ouais. Et puis, à 9h01, je reçois un SMS
quelqu'un que je connaissais pas, qui était en fait le directeur des programmes de l'époque, mais je l'ai pas enregistré dans mon répertoire. 750 000, bravo. Je dis mais c'est bien. Oui, c'est excellent. Voilà. Bah ouais, non, mais c'est trop bien. Et c'est parti, c'est parti trop comme bien. ça. Non, mais à quel moment tu te serais imaginé avoir ta propre émission de magie? Alors bon, ça aurait été que toi qui l'aurais créé, ça aurait pas été cette émission-là, évidemment. Là, il y avait une production derrière, il y avait des chroniqueurs qui devaient être là aussi, je pense, pour rassurer l'audience de la chaîne, avec une émission qui était très forte. Mais quand même, de se dire, tu es host sur quand même un prime d'une grosse chaîne de la TNT, jamais tu aurais pu te dire ça, même dans tes rêves les plus fous. Je l'avais rêvé, jeune, quoi. Je l'avais rêvé, et puis après il faut l'assumer. C'est pas le temps de le rêver, c'est de se dire est-ce que je vais être capable de le faire et pas tomber, me prendre les pieds dans les. C'est fou cette histoire. Dans le tapis. Et il y en a eu une deuxième. Il y a eu une deuxième qui n'était pas du tout prévue au départ, et ils se sont dit tiens, il y a peut-être une case à combler, et là ils nous ont programmé en face de Diversion l'émission de magie d'Arthur. Ah, je me rappelle, c'est vrai. Donc en gros, le public magie qui est plus ou moins acquis, je crois qu'il y a 200-300 000 téléspectateurs, on va dire ça, il va plutôt aller vers là où il y a près d'1 million d'euros de budget sur un prime time de TF1 que sur une chaîne de la TNT. Mon seul argument de vente à l'époque, quand je faisais la tournée des médias pour la promo, c'était de dire on est en direct, tout peut se passer. Et puis il y a une ambiance de franche camaraderie, pas de prise de tête, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Ce qui est dingue, c'est que je trouve que la magie a toujours... ça marche, on parlera des mandrakes d'or tout à l'heure, mais Diversion, de ce que je me souviens, ça marchait quand même très fort, cette émission. Ouais, ça a bien marché. Toi, ça a marché. Il y a quand même à la télé, le plus grand cabaret du monde, je suis désolé. Alors, il n'y a pas que de la magie, mais ça marchait aussi. Il y avait beaucoup d'émissions de magie. Stéphane Rothenberg, à l'époque, qui faisait un truc sur M6 aussi, les secrets des magiciens, etc. Ça a toujours plu. La France a un incroyable talent aussi quand il y a des magiciens, ça marche. Il n'y a pas beaucoup d'émissions de magie à la télé? Non, parce que les émissions de magie, pour qu'elles fonctionnent, elles doivent être événementielles. Elles doivent être ponctuelles. Elles doivent créer l'événement et être rare d'une certaine façon. Parce que... la magie en quotidienne, ça marcherait pas. Alors, la magie en quotidien avec un magicien comme Kamel le magicien qui vient au Grand Journal faire un petit tour comme dans ça, une émission dans une émission globale, ça passerait allègrement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, une émission qui s'appelait donc Attention Magie, à l'époque sur FR3, France 3. Gilles Arthur était la vedette du programme avec tous les magiciens du monde, et c'était une émission mensuelle à l'époque, qui se terminait par une méga illusion. Et ça marchait ? Et ça marchait. Ça marchait. C'était ça marchait bien. Donc je pense que oui, t'as raison, il faut que ce soit événementiel. Tout est cyclique. Et Diversion, ils en ont jamais refait d'ailleurs. Non, parce que peut-être que TF1 s'attendait justement à un peu plus avec le temps. Et puis c'est compliqué à mettre en place. Parce qu'il faut écrire, je trouve ça très bien monté. C'était beau, c'était un spectacle en fait. J'étais allé assister moi. Alors c'est moins glamour sur place parce que du coup il y a des coupures, etc. Mais en tant que fan de magie, je trouvais que c'est toujours important d'avoir des grands médias comme ça qui... Oui, ce sont les moyens mis au service des artistes. C'est ça, pour une meilleure visibilité de l'art magique. Et puis à la télé, tu peux faire des trucs que tu peux pas forcément faire sur scène aussi. Vrai, tu peux t'améliser sur différents angles. Et parfois le contraire. Tout à fait. Donc la magie, selon Guény, qui fait une deuxième apparition. Enfin bref, là, Maxime est à la télé tous les jours. En parallèle, tu es aussi en radio sur VL. Tu as une émission qui s'appelle Un éclair de Guény. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi VL? Est-ce que tu peux nous dire en deux mots? C'est un média jeune sur Internet, avec son site Internet, son studio de radio. Et puis, ils avaient une fenêtre d'exposition avec la possibilité de faire des émissions sur mesure ou pas, carte blanche, pour pouvoir parler, faire ce que vraiment tu as envie. Carte blanche un peu artistique. Et eux, ils avaient du matos, ils avaient une régie. Et un jour, ils me disent tu veux faire une émission? Allez, je me lance. Et ça m'a beaucoup aidé pour apprendre à... On dit manger du micro, parler, comprendre le métier. Ça m'a beaucoup aidé aussi avant mes prime time de magie, parce que tu es plus à l'aise, plus tu parles, plus tu es à l'aise. C'est comme tout. Et puis, ça m'a appris aussi à construire un conducteur d'émission, à faire des jingles, à poser ma voix davantage, à donner la parole à une équipe de chroniqueurs. Je n'étais pas rémunéré sur ce programme. En revanche, ça me permettait de nourrir mes réseaux sociaux,
de faire mon propre réseau d'artistes que je venais. On a eu des gens exceptionnels, Vita, on est Michael Jones, vraiment des gens vraiment de qualité. Et puis après 500 émissions, j'ai dit bon, c'est pas mal. On va un peu arrêter. Il y a eu le Covid. C'était tous les mercredis ? C'était tous les mercredis ? Tous les mercredis, absolument. Tous les mercredis. C'est toi qui cherchais les invités ou ils prenaient leur réseau ? J'ai cherché les invités. J'avais un petit programmateur stagiaire et puis au bout d'un moment, j'ai fait appel à des vrais programmateurs que je payais de ma poche. Et puis voilà comment ça s'est fait. T'as construit le truc. Et t'avais pas de clause du coup avec la chaîne C8 pour TPMP d'exclusivité média ? Non. La seule exclusivité, c'est que si je parlais médias dans une autre émission, il fallait que je les prévienne. Ah d'accord. Voilà. Donc tu étais assez tranquille. Complètement là-dessus, tranquille. tu as pu faire ton truc. Ça. Donc ça m'a bien aidé et je relance un éclair de génie. C'est exactement ce que j'allais dire, j'ai vu ça. Alors c'est quoi ? Ça va être quoi ? Dans une nouvelle mouture, une mouture d'entretien. Parce que l'éclair de génie, c'est quoi ? C'est l'éclair de génie que tu as dans ta vie, l'idée incroyable, le déclic que tu as qui bascule de l'anonymat au succès. Ouais. Donc on va le faire sur certaines personnalités inspirantes. D'accord. Toi ou avec une table Pour l'instant, moi en mode entretien, car c'est un peu ce que je sais faire. Et puis après, on verra comment on peut agrémenter les choses. D'accord. Mais pas pour la télé, du coup, pour toi, en format podcast, quoi. Ouais, filmé et après vendable typiquement en télévision aussi. Ok, bon bah à suivre donc le retour d'un éclair de génie. Est-ce que dans à qui j'avais posé la question à Gwendal qui a fait le premier épisode avec moi ici. Et il a fait le premier à un éclair de génie avec moi. Ah bah voilà, c'est un très bon parrain. Très bon parrain et en plus on a un point en commun, on est nés tous les deux le 15 juin. Ah oui. Comme Johnny Hallyday. Incroyable. Comme Gumby. Tu vas citer toutes les personnalités du 15 juin. Comme Michel Larocque. Et il a tout de suite dit oui à l'époque. Ouais. On a suivi notre parcours, on est devenus potes. Et voilà. Non, et moi, je lui avais posé la question, je lui avais dit, parce que moi, j'ai la réponse pour la radio, la musique. En revanche, lui, je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut avoir des vrais amis dans le milieu du spectacle ? Donc, je te pose la même question, est-ce qu'on peut avoir des vrais amis dans le milieu de la télévision ? Ouais, carrément. Est-ce que tu as quand même aujourd'hui encore des contacts avec des gens qui ont vraiment compté pour toi, qui t'ont aidé ? C'est pas toi que des gens qui ont voulu prendre ta place ou qui t'ont fait des coups, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de connaissances. Oui, voilà, des potes. Des vrais bons potes. Moi, je parle vraiment d'amis, tu vois, des gens avec qui vraiment tu as une vraie confiance. Est-ce que la télé t'a permis aussi de faire des rencontres ? Oui, plein. Qui encore aujourd'hui sont chers pour toi ? Oui, bien sûr. Après, les amis, les vrais amis, tu les comptes sur les doigts d'une main. Généralement, tu les as un peu avant la médiatisation. Ouais. Mais oui, tu te les crées et à toi de savoir à qui tu t'adresses vraiment. Ouais, et puis après, il y a amis, il y a potes, mais il y a aussi potes de confiance. C'est-à-dire que si j'ai un souci ou un truc, je vais l'appeler, il va être très dans l'écho. Oui, et puis il y a des chroniqueurs de TPMP, typiquement, je les considère comme des amis. Gilles Verdez, typiquement, je sais qu'on peut s'appeler, on peut se dire les choses et ça restera entre nous. Même chose Damien Canives, qui est aujourd'hui au Figaro, qui a débuté quasiment en même temps que moi sur l'émission. Aujourd'hui, on est super amis. Donc oui, ça existe, bien sûr. Cédric Cizère, que je connaissais d'avant, on était à la fac ensemble. On était à la fac ensemble et quand après il a intégré l'émission en tant qu'auteur, puis en tant que chroniqueur entrée-sortie et on est restés potes. Ouais. Non mais c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on peut quand même garder des bonnes, bien sûr, des bonnes relations. Mais comme tu le dis, ça se compte sur les doigts d'une main. Sur les doigts d'une main, parce qu'il y a quand même de la concurrence. Ouais. Les places sont chères. Il faut non pas se battre pour y aller, mais faut savoir où tu veux aller et dans quelle mesure t'as envie de te faire ta propre place. C'est ça. Ouais. Idée. Non mais c'est ça qui est important. Puis la télé apporte aussi plein de choses. C'est marrant. Tu parlais de mes vrais amis, c'était avant la télé. Parce qu'on sait que la médiatisation, ça change beaucoup de choses, le regard des autres, etc. Comment t'as vécu ce truc du jour au lendemain ? Tu peux pas aller manger au resto sans qu'on vienne te déranger. C'est pas du jour au lendemain, c'était vraiment très progressif. Ah ouais, c'est pas dès la première, quoi. Non, pas du tout. Tiens, si sur les réseaux, voilà, ça a un effet. Mais t'as remarqué qu'il y avait un changement quand même. Je l'ai remarqué 4 mois après, en avril. Je suis arrivé en janvier 2017. En avril 2017, je me mets à une table de café et j'allais voir le spectacle de Jean-Luc Lemoyne à l'Olympia. Et là, je vois que t'as des regards. Je vois que t'as des regards. Tu le sens quand même, tu le sens. C'est très agréable parce que c'est une autorité agréable. Ah, tu trouves ça agréable ? Ouais.
Bon, après, tu discutes avec les gens, ils sont contents, on fait une photo, on discute. T'as pas eu cette impression il y a parfois parce qu'il y a des gens qui ont du respect, qui te reconnaissent mais qui viennent pas te voir. Puis t'as des gens qui s'en fichent et tu es en train de faire quelque chose, passer un moment tranquillement intime ou peu importe avec une personne et qui viennent te déranger. Ouais, bon après ça c'est drôle parce que c'est de l'anecdote que tu peux raconter ensuite à tes amis. Mais j'étais là, c'est comme si on était à la table de restaurant et je discute un samedi à Lyon, rien à voir. Et là, une personne se met à côté, elle me prend sa chaise, elle me discute. Elle discute avec moi, bonjour, voilà, et oublie complètement la personne qui était en face de moi. Ouais, c'est ça qui fait flipper parfois. Excusez-moi, je suis en train de... Ah ouais, t'as la grosse tête. Ouais, on va te dire ça en fait. Il faut faire très attention à tout ce que tu dis et tout ce que oui, tu bien fais. sûr. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est plutôt très agréable. C'est ça en fait que j'allais te dire aussi, c'est que quand tu as une notoriété et toi t'es passé un peu de l'anonymat à une notoriété, à partir de là t'es obligé de faire attention à tout ce que tu fais. Quand tu vas en public et tout, de ce que tu postes même sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait il y a du monde qui te regarde, il y a du monde qui te suit et tes actions passent pas inaperçues, quoi. C'est ça qui est fou. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, comme disait Valérie Thierry-Veller, tourner ses pouces 7 fois avant de tweeter. C'est vrai qu'on a une responsabilité par rapport à tout ce qu'on dit. Le moindre petit effet peut avoir un effet boomerang ou de bad buzz. Donc je fais très attention surtout. C'est ça qui est... Pose mes mots. Ouais, oui, mais toi encore ça va. Enfin, tu as une vie simple, t'es quelqu'un de simple et sans extravagance. Donc en fait, t'as pas trop à te poser la question. C'est-à-dire, t'es pas tous les soirs en club à te bourrer la tronche, etc. Toi, tu restes quand même quelqu'un de... Enfin, la personne que je connais en tout cas, c'est une personne simple. et du coup, toi, t'es moins obligé de faire attention. Mais c'est vrai que quand tu construis, on va dire, un empire presque, ton business devient ta propre personne, c'est compliqué, c'est pas comme si tu montais un commerce, tu vois, et tu te dis, bon, bah si moi je fais une connerie, à la limite, mon commerce il tourne. Mais si c'est toi, le représentant, comme les influenceurs et tout, c'est un bad buzz, c'est fini. Ouais, c'est ça la difficulté. Ou une personnalité, un artiste, c'est quand même flippant un peu. Ça peut être flippant, et surtout lorsque... Pas tu te fais piéger, mais je sais pas, t'es à la plage et tu as discrètement quelqu'un qui se met comme ça. Et après, si t'es en train de bronzer, que tu fais rien de mal. Et qui te filme, et puis moi je capte tout. Bien sûr. Et toi, t'as fait. J'ai vu. J'ai dit, demandez-moi, y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est ça, mais ouais. C'est ça. c'est dommage, c'est dommage ce truc. C'est dommage Mais après, je le remarque. Je comprends, parce que je vois Brad Pitt juste ici, typiquement, j'ai envie de prendre une photo. Toi, il dit, tiens. Ah ouais, moi, tu vois, je suis pas du tout comme ça. Moi, ça dépend de la personnalité. Je suis content, je l'ai vu. Voilà. Je l'ai vu, ça me suffit, tu vois. J'aime bien immortaliser quand même l'instant. Ouais. C'est sympa. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je peux comprendre. Mais voilà, après, c'est vrai que tu dois faire attention à tout, quoi. Je discutais avec des amis qui sont influenceurs et tout, qui partent en vacances, même en vacances. Si t'es en couple et tout, et que tu vois qu'on te prend en photo, bah franchement, c'est non, quoi. Ah, c'est sûr. Ça, c'est pas possible. Très, très Donc c'est dans ce sens où je dis, il faut faire attention à tout, et t'as ce côté un peu stressant, tu vois, au quotidien, que t'as pas forcément quand t'es pas médiatisé, quoi. C'est ça, et j'aurais adoré vivre l'expérience télévisuelle aujourd'hui. Je la continue aujourd'hui d'une autre manière, mais avec plus de maturité, plus de sourire, plus de... Je fais attention, pas que je fais moins attention, mais je suis plus décontracté, je m'assume davantage tel que je suis. Ouais, bien sûr, mais c'est le plus important, et tu t'es recentré sur ce qui te plaît vraiment aussi aujourd'hui. Et donc tu le disais, tu continues à écrire, tu es encore journaliste pour Téléstar, c'est ça? Téléstar, Télépoche, Télémagazine. J'ai des pages qui s'appellent Télécoulisses. En fait, c'est une sorte de grosse revue de presse de la télé. Et puis j'ai écrit des entretiens pour les hors-séries jeux, personnalités en tout genre. Hein. Moi, Téléstar, c'est comme ça existe encore, Télé 7 jours? Bien sûr. Pour moi, ça me rappelle donc ils impriment encore des programmes télé. Non. C'est l'un des plus grands tirages de la presse française. Téléstar. Téléstar, c'est 350 000 exemplaires. C'est énorme. Donc toutes les semaines. On a tous grandi avec ce truc de, on a le programme télé à la maison où tu regardes les trucs. Donc il y a encore des gens qui achètent ça. Alors maintenant, je pense que les magazines se sont étoffés, mais oui, les magazines s'étoffent. T'as des vraies pages critiques. Et puis derrière, t'as tellement de contenu à la télévision que t'es obligé d'être un peu guidé. Ouais. Voilà. Donc d'une certaine manière, c'était mes premières lectures, les magazines télé. Ouais. On va décrire pour aujourd'hui pour ces magazines télé, c'est vraiment top. Ouais, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu papier.
du programme télé, tu vois. Il y a un petit truc, je sais pas. Il y a un petit truc. Mais maintenant, tu les vois que. Alors, ça se fait, donc je pense, chez les buralistes, tu peux les trouver. Ouais. Puis aussi sur les caisses, quand tu vas faire tes courses, t'as toujours les petits les là, programmes télé sont là. Télémagazine qui est sur les caisses. Ah ouais, non, mais c'est ça qui est fou. Donc, t'écris toujours beaucoup, ça. Ouais. Ça te prend combien de temps par semaine Ça me prend la moitié de la semaine à peu près. Okay. Alors, tout ce qui est la presse télé, ça me prend une bonne journée, la journée de mardi. Et pour tout ce qui est la presse Média Plus, ou la presse professionnelle, celle qu'on voit pas, qui n'est pas en kiosque, mais qui fonctionne par le biais c'est une sorte de webzine quotidien, d'une quinzaine de pages en PDF qui est envoyé à tous les médias en France, et les gens s'abonnent pour ça. Je leur livre 3 interviews par semaine. Waouh. Que tu enregistres en. Ah, c'est des interviews écrites. T'envoies les questions et on te répond. Donc je les cale par téléphone. Je mets l'enregistreur, tout ça, ou je vais en conférence de presse, à l'issue je vois les gens. Et c'est pour ça qu'on te voit encore beaucoup dans les conférences de presse de lancement d'émissions télé, etc. T'as tout compris, c'est ça. Et après je les retranscris et je les envoie. Donc 3 par semaine, faut en trouver. Là on termine ce podcast. Je pars interviewer la patronne de TF1+. Ensuite demain j'ai le patron de Endemol France. Tu vois, à chaque fois c'est des gens différents dans des domaines différents et c'est super bien de s'entretenir avec ces personnes. J'ai fait 40 000 interviews en 16 ans. Wow. C'est assez énorme. Au départ, j'en faisais 7 à 9 par semaine. Non, j'ai réduit la voilure à 3, c'est déjà pas mal. Donc, il y a un côté un peu industriel. Mais j'ai vu l'évolution en 16 ans de la télévision. J'ai assisté au passage de la TNT HD. L'arrivée des nouvelles chaînes, c'était vraiment c'est passionnant et tout est très cyclique quand même. Et aujourd'hui, on est à l'ère des plateformes, du streaming. Et comment les plateformes, à l'époque où ils avaient énormément d'argent pour lancer n'importe quelle série, aujourd'hui se recentrent sur moins de choses, plus qualitatives, peut-être parfois plus de niche, quoique les Netflix, Disney+, et autres, maintenant cherchent des séries plus mainstream, pour capter un plus grand public, alors que les chaînes plus traditionnelles vont aller sur quelque chose un peu plus pointu. Mais tu prends toujours autant de plaisir à écrire. Bah ouais, c'est la base. En fait, c'est vraiment la base. C'est ce qui c'est le pilier, c'est le pylône. C'est comme ce micro. T'as la base, et après, paf, je déploie toutes mes choses. Parce que le journalisme, c'est ce qui m'a donné ma légitimité à la télévision, à la radio, un peu partout. Et puis, on est journaliste, on le reste. Ouais, non, mais c'est sûr, t'as ça dans le sang et du coup, ça reste toujours ta passion et ton boulot en plus. Alors, en parlant d'écriture, en 2022, après The Entertainment Magazine, Maxime Guény revient avec Parcs et Loisirs Magazine. C'est moins américain, dans le nom. Ouais, mais c'est identifié. Mais, voilà, il y a une vraie promesse. Le premier magazine en kiosque dédié à l'actualité, aux coulisses, aux innovations de l'univers des parcs d'attractions et de l'industrie des loisirs en France comme à l'international. Donc, c'est le fan de parcs d'attractions qui a créé ce magazine ou c'est le journaliste ? C'est les deux, le capitaine. C'est les deux. Ah bah hybride. Ouais. Je prends mon savoir-faire de mes 15 ans de journalisme, que je mêle à mes passions, que je mêle à ma casquette d'entrepreneur, parce que je suis entrepreneur depuis le départ. Je n'ai jamais eu aucun contrat avec personne. Pas de salarié. J'ai 4, 5, 6 employeurs, parfois 2, 3, mais... T'es indépendant. Je suis totalement indépendant. Alors, pour chercher un appartement, c'est compliqué. Voilà, même si tu gagnes bien ta vie, c'est vrai. il faut toujours montrer patte blanche. Mais regardez, je fais ça. C'est un cirque pas possible. Et oui, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat de la presse magazine. Donc, j'ai créé ma société d'édition, qui est aussi une société de production. J'ai tout mis à l'intérieur, tu sais, dans les SAS. Et puis, il me fallait quelque chose de très identifié. Je voulais parler de parc d'attractions, parc et loisirs magazine. C'était clair. Faut que ça aille droit au but. La promesse, on sait très bien où on va. Faut pas faire bien sûr. C'est une niche, mais qui touche 60 millions de visiteurs rien qu'en France chaque année. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même énormément de monde qui vont dans les parcs. Donc, si je touche 1% de ces 60 millions, je suis très content. Oui, donc en fait, c'était... Enfin, je sais pas, est-ce que tu t'es dit, je prends un risque quand même Bien sûr. Ouais. Ah bah, quand tu... Ou t'y allais en mode, non mais de toute façon, c'est bon, c'est sûr, ça va marcher. Non. Alors, je savais qu'il y avait un public pour ça. Je savais que ça allait marcher au fond de moi. Mais j'ai vraiment déployer mon énergie pour la réussite du projet. C'est-à-dire, c'est comme si je me lançais sur un fil d'équilibriste. Je devais absolument atteindre le but et je ne peux pas tomber. Donc, je suis concentré, je suis focus sur mon objectif et j'ai foncé. Et t'es tout seul ? Et je suis tout seul.
T'as pas d'associé. Non. C'est ton mag. C'est mon magazine tout seul. Et je suis parti avec 0 € de budget. Oui, alors c'était ma question après, c'est comment on monte un magazine? C'est quoi les étapes en Il n'y a fait? pas de tutoriel sur Internet. J'ai beau regarder, chercher. J'ai vraiment fait. Alors, la première chose, c'est que j'allume mon Mac, j'ai une page blanche, on est en janvier 2022. Comment monter un magazine? Non? Bah, j'ai dit, mais par où je commence? J'ai dit comme ça, mais par où je commence? C'est un cirque pas possible. Je vous spoil, mais en mai 2022, on était dans plus de 3500 points de vente en France. Ouais. Alors, en gros, ça s'est fait assez rapidement. Bah ouais. Donc, la première chose, j'ai acheté des magazines. Et je les ai décortiqués, tous les rubriques, je regardais les chapeaux, où ils imprimaient, je regarde, je fais de la veille. Ah oui, carrément, même tu cherchais les prestataires. Les magazines de cinéma, les trucs comme ça, de tout, je regarde de tout, je m'inspire, caféine, sur Internet, je check tout. Une fois sur cette base, j'ai fait une sorte de rubricage de toutes les rubriques que je peux mettre à l'intérieur. Ensuite, j'ai mon ami Anthony Vittorino qui a lancé Fait en France Magazine, le premier magazine sur le Made in France. Ouais. Il m'a donné quelques bonnes adresses parce que lui, il imprimait en France, évidemment. Okay. Donc déjà, j'avais un point d'accroche. Les gens de l'imprimerie m'ont fait connaître une autre agence qui s'appelle Beau Conseil qui, eux, t'aident à l'implantation commerciale du magazine. Donc, et qui ont 20 ans, 30 ans de carrière sur des gros lancements. Ils s'occupent de SoFood, Society, des choses comme des ça. Grosses marques, ouais. Pif Magazine. Donc, ils savent y faire. Donc, ils m'ont donné plein de petits conseils. Et puis, j'avais un pote graphiste qui faisait aussi le mag de Fait en France. Donc, en gros, j'ai mêlé les meilleurs savoir-faire. Et puis, au fil de mes discussions, de mes sorties dans les parcs, quand tu sais que tu dois sortir un magazine, t'es aux aguets de tout ce qui touche cet univers. Quand tu lances un escape game, t'es aux aguets de tout ce qui touche cette activité. Ça devient focus pour toi. Des focus pour ça. Donc en gros, tu vas rencontrer des personnes qui vont avoir un intérêt avec toi ou pour toi. Donc maintenant, j'ai une quinzaine de contributeurs journalistes qui écrivent pour le magazine. T'as combien de pages? 100 pages. Ah, t'imagines, faut les construire les 100 pages. Et au départ, c'était 84 pages. Parce que je voulais le faire à 5,50 €. Mais on m'a dit, Maxime, tu sais, on sort du Covid, il y a une pénurie de papier, il y a eu les élections, donc le papier ça coûte cher, il y a une inflation, tu devrais le passer de 5,50 à 7,50. Passons à 7,50. Il dit, mais attention, si tu passes à 7,50, il faut que les gens, psychologiquement, ils en aient pour leur argent. Donc de 84 pages, on est passé à 100 pages. Et ça, sur les 2 derniers mois. Alors que j'ai plus ou moins fait déjà mon programme. Et la branle-bas de combat pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Ouais. Et j'ai appris vraiment en marchant. Et là, je me suis dit, faut que ça marche. Et comme j'ai pas d'argent, très peu, il me faut du fond. Parce que ça coûte cher d'imprimer. Il faut que tu avances. Bien sûr, il faut payer les impressions. Et ça coûte cher de payer un graphiste. Ça coûte cher de payer des journalistes. Quoique les journalistes, c'est moins que le papier et l'impression, ou même la distribution. Et donc, il me fallait de l'argent. Et ce fonds, comment je l'ai trouvé? En faisant les pré-abonnements. Ah d'accord. T'as pas fait de prêt bancaire? Non. Ah ouais. Les pré-abonnements à 30 € par an, 4 numéros par an, frais de port compris. Et j'ai lancé ça en avril. J'ai laissé les notifications pour voir. Et en 24 heures, ting, 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 toutes les 2 minutes, 2-3 minutes. Et en fait, j'ai eu 200, 300, 400 abonnés en 48 heures. Trop bien. Donc ça te faisait une avance, toi, de trésorerie pour pouvoir financer tes impressions et tout le reste. Et t'as tout compris. C'est génial. C'est ça. Et c'est là j'ai fait des nuits blanches. J'étais comme ça dans mon lit. Alors si je paye la personne, est-ce que ça va aller? Alors j'avais un peu de fonds propres au cas, ça serait une catastrophe. Et puis j'ai appelé. Et en fait, le business model de la magazine, c'est très simple. C'est un tiers les achats au numéro, donc en gros en kiosque, voilà. Un tiers les publicités que tu vas mettre à l'intérieur, et un tiers les abonnements. Ouais. Et donc, il manquait les publicités. Et personne, aucune agence publicitaire voulait m'aider. Il fallait chercher les annonceurs. Et il fallait que je le cherche donc tout seul. Ah ouais. Donc, t'avais pas de régie Pas de régie. Mais aucune régie ne me voulait. Ah bon? Aucune régie ne me voulait. Le lancement d'un magazine qui n'existe pas. J'avais peut-être une petite notoriété, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. T'étais pas nobody, quoi. C'était passé. Donc, si, j'en ai trouvé une, mais qu'on a trouvé 0. Bon, en fait, ça n'a servi strictement à rien. Ouais. Et donc, tout seul, j'ai appelé les parcs. Est-ce que ça vous dit? Le parc de mon enfance, Frépertuis, City dans les Vosges. Écoutez, je lance un magazine. Est-ce que ça vous dirait de m'accompagner? Voilà le kit média. Voilà ce qu'il va y avoir à l'intérieur. On va vous faire une super place. On va vous valoriser. Il dit, mais
j'adore ce genre de projet, je vous accompagne sur 4 numéros. Oh, Trop bien. et donc ça fait un peu de trésorerie. Ouais. Et puis après, boule de neige. Une fille à la communication de Bouygues Télécom dit Maxime, on a un budget comme corporate, on a envie de t'aider, allez, wap. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, de fil en aiguille, LinkedIn a beaucoup été d'intérêt pour moi. Ouais. Parce que Tu postais, toi, sur LinkedIn? Effet boule de neige, absolument. Tu postais, en fait, quoi, la création du mag? Exactement. Tout ce que Déjà tu faisais? sur mon LinkedIn perso. Ouais. Et puis après, j'ai créé le LinkedIn dédié au magazine. Voilà. Et même chose sur Instagram. C'est Effet boule de neige qui a fait que le truc a monté. Donc un mag aussi, c'est comme la télé ou la radio, c'est quand même la publicité aussi qui finance le truc. Un tiers, un peu, ouais, un tiers. Et tu as des numéros où il y en a un peu moins. C'est notamment les numéros d'hiver parce que les parcs sont plus ouverts en printemps, été, automne pour la période d'Halloween, un peu moins en hiver. Donc en gros, c'est de la balance surtout, et puis après tu as juste le tirage en fonction des lieux. Là on m'a envoyé le top 10 des meilleures ventes. Là on vend super bien, c'est à Chessy, Marne-la-Vallée, Relais, ah bah oui, tu m'étonnes. Auchan, Val d'Europe. En fait là les trois régions où on vend bien, c'est l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la région de Lyon. D'accord. Et après c'est là où il y a des gros parcs à côté. Là où il y a des gros parcs. Il y a pas de secret. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou, là. Et donc, tu vends combien de mags? Il y a combien de mags qui sont on a commencé avec un tirage à 50 000 exemplaires. Ouais. C'était un énorme tirage. Hein. Et moi, alors que moi, je voulais lancer, je sais pas, 4 000, 5 000. Après, mon agence me dit... plus de 60 millions, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, au final, mais le ratio. Après, dispatché dans plein de points de vente, on a 2 par-ci, 2 par-là, 3 par-là. Et il y en a d'autres qui en ont 15, 100, enfin bref... c'est un vrai métier, hein, c'est un vrai métier. Et puis maintenant, on a une vraie vitesse de croisière. On a atteint les milliers d'abonnés. Et puis après, le but du jeu, c'est de les fidéliser. Ouais. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas mis en place le réabonnement automatique. Et encore une fois, le site, je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul, je l'ai créé tout seul. J'ai juste demandé à un prestataire pour 50 € pour qu'il me fasse la structure du site. Et après, maintenant, c'est moi qui fais tout, les visuels tout seul. Tout seul, toi. Ouais, c'est top. Et puis le communiqué de presse. C'est ton Mac, quoi, c'est ton bébé. Et puis le communiqué de presse tout seul. J'ai envoyé aux potes journalistes, vous pouvez m'en faire un truc. Et voilà, je l'ai montré à Cyril. Il dit, tiens, je dois lui dire, tiens, voici mon bébé. Ah, mais c'est énorme, je vais en parler. Il en a parlé à l'antenne? Et il en a parlé à l'antenne. Ah, génial. Voilà. C'est trop bien. Enquête, Astérix se fout de la gueule d'Obélix. Il a tourné ça avec des raisons. Ah oui, d'accord. Et ça a fait un ça t'a fait un petit coup de com. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, d'accord, ok. Mais après, je trouve que c'est un magazine aussi qui attire l'œil quand tu es en kiosque, etc. Moi, j'aime bien les magazines de niche. Moi, je vais acheter les magazines je fais de la batterie, donc le magazine de batterie magazine, les magazines de musique, etc. Mais c'est pas des magazines qui misent beaucoup sur la couverture. Je trouve que la couverture, tu arrives très bien à attirer l'œil. Après, encore une fois, c'est vrai que tu as des grosses marques, Disney, Le Roi Lion, Parc Astérix, etc. Futuroscope, puis du fou. Même si c'est niche, t'as quand même envie d'ouvrir le bouquin, tu vois. Ouais. C'est ça qui est fort. C'est une invitation au voyage, j'ai envie de dire, c'est ça. Et donner des bonnes idées. Donc c'est quand même bien. Ouais. Au départ, on était focus sur le grand public. Et au final, on s'est rendu compte que on touche aussi bien le grand public que les professionnels. Bah oui. Et il est ultra passionné de parc. En gros, on a 3 publics différents. Il est assez jeune, assez masculin, 70% d'hommes. Ça, je me base sur les statistiques liées aux réseaux sociaux. Et maintenant, on est mic-mic. On est à la fois grand public et à la fois un peu professionnel. Et la tranche d'âge, tu sais, qui lisent le magazine à peu près? On est 25-45 ans. Ok, d'accord, ouais. Donc, jeune génération. Ouais, c'est la cible de ceux qui vont dans les parcs. Ouais, non, mais c'est ça qui est... qui est hyper intéressant. Bravo pour ce Mac, parce que c'est vrai que c'était un beau pari. Moi, j'aime bien les gens qui entreprennent, qui lancent des choses, qui prennent des risques. C'est pas gagné, je te jure. Et parfois, lors des premières semaines, j'allais en kiosque pour les voir. J'ai fait tous les kiosques de Paris avec ma trottinette. Bonjour, est-ce que vous avez Parc Elosière? Oui, je l'ai. Alors, vous le voulez lâcher? Non, je voulais savoir si vous l'aviez. Je suis l'éditeur. Ok. Je faisais le tour. Et parfois, dans les relais, je les mets devant. Parfois, ils les mettent derrière. Donc, moi, je les remets devant. Donc, à tous les personnes qui passent dans les librairies, qui voient le magazine, remettez-le devant. Voilà, oui, c'est vrai que oui. Mais ça le bien en avant. Évidemment. Le facing. S'il est derrière. Parce que t'as deux types de personnes. T'as ceux qui savent très précisément. Oui. Ce qu'ils viennent chercher. Et ceux qui, spontanément, vont c'est pas mal. Ça va me donner des idées. Je prends le train, je vais y aller. C'est ça, exactement.
Moi, je suis assez comme ça d'ailleurs. Ouais. Je vais acheter des fois des magazines. Je tiens, truc, ça parle de. Oh, il y a des belles maisons, tiens. Immobilier magazine. Bon, je vais regarder. Je l'achète. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est l'avoir en main, toi. C'est quelque chose de tangible. Parce qu'on est tout le temps sur nos portables, à regarder les TikTok, tout ça. Mais d'avoir quelque chose en main, c'est comme un bouquin. Un bouquin, excuse-moi, ça a une autre valeur que lorsque tu largues sur une petite tablette. C'est ce que j'allais dire. Tu penses que du coup, le magazine a encore de l'avenir? Ouais, le magazine de niche a de l'avenir. Ouais. Le magazine où tu as des enquêtes, où tu as des interviews exclusives. Et par exemple, sur le premier, moi je voulais absolument avoir la patronne de Disneyland Paris, Natacha Rafalski, qui ne parle jamais. Ouais. Qui ne parle jamais. C'est ouf, ouais. Et ben, j'ai eu l'occasion de la voir. Et là, ça nous a crédibilisé auprès du grand public, auprès des professionnels. Et le papier en soi nous crédibilise parce qu'on est partout. Potentiellement partout. Ouais. Non, mais tu t'es donné les moyens de faire un truc aussi quali et aujourd'hui il y a une communauté qui suit le mag et voilà. Ouais, alors la première étape c'est bien nous installer dans les kiosques. Là on entame la deuxième étape, c'est nous imposer sur les réseaux sociaux. Là on fait des progressions de plus de 25% chaque mois en gain d'abonnés sur tous les réseaux. D'être le référent média mainstream des parcs d'attractions. Quand il y a un truc qui se passe dans un parc, une actualité. Tout ça pour être invité dans les parcs. Non mais franchement. Et oui. Bah oui, du coup maintenant. Ça faisait partie de l'idée. Quoique maintenant, quand je vais dans un parc, bah, j'ai ma casquette pro qui se met en route. En gros, je regarde le détail, je vois le truc, je prends des notes. Mais je m'éclate, hein. Parce que du plaisir, j'ai pas l'impression de travailler. Bien sûr. Ouais, non, mais du coup, entre les invitations pour la télé, pour faire les articles de télé et les parcs et tout, t'as un planning qui est sympa, mais tu fais ce qui te plaît. Ouais, tu t'éclates. J'adore ça. C'est ça qui est cool. J'adore ça. Et tu parles aussi des escape games, et merci, ça fait plaisir. Bah, ça fait partie de tes loisirs. Moi, je dis que les escape games, c'est le cousin éloigné des parcs d'attractions. Complètement. Parce que vous avez les mêmes prestataires en décoration, en technologie, en communication. Il y a un lien avec tout ça. Hein. Et l'escape game va aussi évoluer avec le temps. L'action game, on vit le truc, on est dans un jeu, on est Indiana Jones, quoi. On va revenir un peu à la magie, puisque depuis 2018, tu es sur scène, tu présentes les Mondragues d'Or, c'est un peu les Césars de la magie, hein, je dirais plus les Oscars, mais les Oscars, c'est très bien. C'est prestigieux, quoi qu'il arrive. Alors, donc c'est à la fois un spectacle et une émission télé. Comment tu t'es retrouvé, toi, à présenter les Mondragues d'Or Les Mondragues d'Or, c'est une émission qui a 35 ans, qui a débuté sur France 3, qui est basculée sur TF1 à l'époque, présentée par Jean-Pierre Foucault. Ah, c'était sur TF1 Ouais, dans les années 2001. 7 millions de téléspectateurs, record d'audience pour émission de divertissement. Dingue. Ouais, complètement dingue. Donc dingue. la magie a toujours attiré du monde. Bien sûr, et c'était dans les années 2000. Passer après Foucault, c'est cool. Hein. Ouais, c'est clair. Patrice Laffont aussi a été présentateur, Olivier Mine a présenté. Donc Gilles Arthur avait réussi quand même à vendre l'émission à des belles chaînes quand même. Ah ouais, parce que c'était le premier magicien de Fort Boyard à l'époque. Ah oui, il avait cette image déjà. Oui, d'accord. Et donc, et puis de son émission mensuelle sur France 3. Donc de France 3 à TF1, de Arte à Paris Première, et après 15 ans sur Paris Première, avec des audiences peut-être un peu plus confidentielles, c'est basculé sur C8, qui a récupéré la marque et qui avait le profil magie sur C8. Bibi. Ah mais donc t'as pas intervenu dans ce rachat entre les deux chaînes. Non. Toi on t'a proposé quand c'est arrivé sur C8 parce que t'étais là. Et parce que j'avais fait un prime de magie. Ah génial. Oui, ça coulait de source. Ça coulait de source. Et donc c'est le directeur des spectacles vivants du groupe Canal+, qui dit Maxime Guény, mon producteur au départ, et finalement le feeling est bien passé. Je le co-anime avec Charlotte Berbon, Charlotte qui l'avait fait sur Paris Première, et j'ai la chance d'avoir un producteur qui est fidèle avec ses animateurs. Donc en gros il a gardé la co-animatrice, il a récupéré. Elle était toute seule sur Paris Première. Ouais. Ah, elle avait pas de. D'accord. C'était pas un binôme. Alors elle était en co-présentation parce qu'il y avait un des présentateurs de Paris Première mais qui restait sur Paris Première. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc voilà, on a fait nos premiers pas en duo. On dit souvent que les duos c'est compliqué à la télévision, mais là franchement l'un peut se reposer sur l'autre et vice versa. Tu la connaissais pas, t'avais jamais travaillé avec elle? C'est pas du tout. Et quand elle a vu que j'étais sympa et quand j'ai vu qu'elle était sympa, ça l'a fait. Ça l'a fait. Ouais. Voilà comme je me suis retrouvé à la tête des Mondragues d'Or. Ouais, voilà. trop bien. Et là, on a tourné le 7e numéro. Il y a eu 7 numéros sur C8 avant que la chaîne ne ferme. Et ça marche toujours autant. Eh ben écoute, on était leader TNT sur la dernière prestation, leader sur les cibles commerciales devant TMC, W9. C'était où cette année? Casino de Paris? Casino de Paris. Cool. Ouais. Très cool salle. Ouais.
On avait fait une fois au Folies Bergère qui était Ouais, pas j'étais mal non venu à plus. cette édition. Mais Occasion de Paris, c'est la plus. Ça change tous les ans ou non Généralement, on reste sur ces 2 salles-là. Ouais, ok. Et donc, il y a une petite tournée avant en région parisienne aussi, c'est ça? C'est ça, on fait 2 dates avant, Ouais. ce qui nous permet de nous roder plus ou moins nos textes, parce qu'on n'a toujours pas de prompteur, on est tous sur fiche, mais on le maîtrise. Donc ça nous permet de le faire en rodage. Ouais. Soit au théâtre d'Anguin-les-Bains, soit à Gagny, là où a débuté les Montracles d'Or. Et puis après, paf, one shot à la télévision. Donc c'est comme un spectacle vivant, mais capté pour la télévision. Ouais. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien ce format. Et j'ai trouvé même cette année, moi, je regarde tous les ans, j'ai trouvé que cette année même, avec le dernier numéro, je sais plus comment il s'appelle, le Belge, là, qui a fait un numéro de magie nouvelle. Oui, avec Paperball. Ouais, qui est moi, aujourd'hui, la forme de magie que j'adore. La magie poétique, je trouve ça extraordinaire, et qu'on puisse le mettre sur un prime de télé, je trouve ça vraiment génial. C'est un peu pointu. Ouais, c'est un peu pointu, bien sûr, mais ce serait bien qu'on y arrive, tu vois, un petit peu de plus en plus, parce qu'il y a des très beaux spectacles qui existent de magie nouvelle, et donc quand j'ai vu ça champion à la fin, ouais, bien sûr, ouais. Et en fait, c'est teasé dès le départ de l'émission, donc je regardais tout, je dis putain, mais ça doit être vraiment bien, quoi. Et donc t'attends la fin et tout, et puis effectivement le numéro arrive et c'est sublime, quoi. Donc c'est techniquement c'est poétique, c'est un tour dans lequel on pourrait expliquer à tes auditeurs des balles de papier s'envolent. Enfin, non, elles s'envolent pas, elles prennent vie. Elles prennent vie littéralement. C'est fou, et on voit rien. Et allez voir je pense que le replay est disponible sur MyCanal. On fait partie des 10 meilleurs replays de C8. Il reste un moment, non? Ad vitam, je pense. Ouais. Mais d'ailleurs, avant, je crois qu'ils diffusaient l'émission avant sur une autre chaîne, sur Olympia TV, non? Ouais, c'est ça. C'est comme Olympia TV est une chaîne du groupe Canal+. Ah oui. Elle est dédiée plus aux abonnés, donc il y a une diffusion un mois avant. C8 grand public. Oui, d'accord, ok. C'est bien ce qui me semblait que j'avais vu mais ça. donc disponible en amont sur MyCanal. Ouais. Donc, comme quoi, il n'y a pas de cannibalisation des audiences. Ouais, c'est ça qui est génial. Et combien de temps ça te prend, toi, pour préparer ce genre de show à l'avance, avec les équipes? Combien de temps vous voyez à l'avance? Écoute, on se voit déjà avant l'été, pour nous montrer qui va y participer. Toi, tu n'interviens pas dans la programmation? Non, mais on peut donner notre avis. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, tout ça. Généralement, les choix sont super bons. Parce que ce sont c'est un choix international, il y a une veille internationale, et il y a plein d'associations de magie qui font une liste, et puis on récupère les listes, et ça fait plus ou moins la programmation. Et écoute, on se voit 2, 3, 4 fois avec le producteur, avec la co-animatrice, et on fait et puis les textes arrivent, et puis on commence à les préparer. Bon, c'est 1 mois et demi de préparation à peu près. D'accord. 1 mois et demi. Et puis après, une fois que tu as des textes, il faut les apprendre, quoi. Il faut les apprendre, il faut les digérer, il faut s'entraîner avec sa co-animatrice, c'est des ping-pong. Tac. Et donc, ce sera où l'année prochaine, les Montracles d'Or? Alors, écoute, c'est temps pour parler. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, C8 va arrêter d'émettre. Exactement. Donc, ça existait 35 ans, ça va bien exister. Oui, c'est ce que je me dis. Ouais. Vous en avez fait un programme qui est quali aujourd'hui. Et je pense que ça peut intéresser. Et puis un programme qui s'exporte en spectacle, avec les Montracles Tour. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Il y a une soirée à Paris, non? Ouais, de 3-4 spectacles au Grand Rex. Oui, c'est ça. Voilà. Et tu y seras, toi? Non, il n'y a pas d'animateur, mais en fait, les artistes se passent la présentation. Ah oui. Ah d'accord, oui, c'est des numéros qui s'enchaînent. Directement. D'accord. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une marque qui continue. Ah oui, d'accord, c'est top. Ouais, non, moi c'est d'accord. Et on espère rebondir sur notre chaîne. Le retour peut-être sur France Télé. Peut-être. Ce serait dingue. Why not? France Télé, ou pourquoi pas Groupe M6 ou. De toute façon, toi, t'es libre, tu veux. Maintenant, sachant que la chaîne s'est arrêtée, effectivement. Ouais, t'as plus d'engagement. Non, plus direct. C'est ça, ouais. Ok, donc tu verras où le vent te mène. T'as tout compris. Mais bon, ils te font confiance et ils vont continuer à travailler avec toi après. Ça c'est sûr. Sur le programme. Et si une chaîne impose un autre animateur, ça, c'est la loi de la télévision. Oui, bien sûr. On accepte et bien sûr. en tant que spectateur. Bien sûr. C'est pas comme si tu n'avais plus rien à faire dans la vie. Non, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, t'as des mois où t'as moins de choses, tu vois plus de choses. Faut savoir bien se gérer, quoi. Et comment ne pas parler, évidemment, de Disney. Disney en concert et Disney 100. Alors, c'est énorme, c'est plusieurs centaines de milliers de spectateurs dans des salles qui sont quand même magnifiques. Moi, je suis allé voir, je crois, celle là au Dôme. Je crois. C'était vraiment les premières. Hein. Ouais. Mais déjà, j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc, c'est un concert Disney avec les musiques de Disney. Tu vas nous expliquer dans 2 secondes, mais
d'entendre le générique de Disney jouer en live, déjà dès les premières secondes, ça te fait un truc de dingue. Alors When qu'est-ce que you c'est wish upon a star. Oui, c'est ça. Quand on a pris la bonne étoile. Comment expliquer aux gens qui connaissent pas le concert? Alors Disney, il y a eu Disney en concert, je sais pas si ça existe encore. Oui, c'est ça. C'est Disney 100, enfin c'est quoi la différence? Alors, Disney en concert, c'est la marque, donc Ouais. c'est la tournée. Ouais. Et Disney 100, c'était l'année dernière pour les 100 ans de la Walt Disney Company. C'était sur une saison. Donc, ouais, c'est Disney en concert, mais Ok, donc c'est Disney en concert. c'est Disney en concert. Donc c'est quoi Disney en concert? C'est un méga show avec un orchestre symphonique d'une centaine de musiciens, 6 chanteuses et chanteurs, des danseuses, des danseurs, les vraies voix de Vaiana, la Reine des Neiges, d'eux entre autres, et un présentateur qui s'appelle Maxime Guény. Voilà. Et là tu es seul. Et là, je suis seul Waouh, c'est aux dingue. commandes de ce show. Parce que t'as fait quand même des grosses salles. Ah ouais, et la plus grosse, c'était la Défense Arena. Ouais. Paris, la Défense Arena. 50 000 spectateurs sur Waouh. 2 dates. Je me rappelle très bien des 10 et 11 novembre. C'est 2023. 2023 2023. Ah ouais. déjà? Ouais, déjà, ça va vite. Ah ouais. hein. Ok. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Et quand tu vois ce parterre de spectateurs, tu dis, oh la vache. Ok, c'est moi qui vais leur parler là. Ouais, c'est complètement dingue. Mais limite, j'avais plus de track sur le Dôme de Paris ou les Zéniths de Paris Ah ouais. que cette salle. Parce que c'est tellement pas personnalisé, le public, c'est tellement un mur de personnes. Oui, je vois. que Ouais. il fait le show. Bah, c'est complètement dingue, hein. Ouais, Complètement mais dingue d'avoir c'est à la vivre. confiance de Disney. Hein. C'est à vivre. Et donc c'est un concert qui est tous les ans? Tous les ans, absolument. Tous les ans, c'est entre 15 et 26 dates, ça dépend des années. Des fois, il y en a un peu moins pour donner un peu l'envie. Et on tourne et une 150 sur les routes. On fait toutes les grosses salles, les Zéniths essentiellement. Et c'est des fois, je confonds les Zéniths d'Orléans, de Toulouse, ça, c'est très très drôle. Donc c'est un peu la belle artiste. Bah oui, c'est ça, t'es en tourbus et tout. En tourbus, j'avoue que je préfère l'hôtel que le tourbus. Ouais. Parce que le tourbus, c'est des couchettes Eh oui. et ça bouge beaucoup. C'est ça la quoi. vie d'artiste, hein. Ah ouais. Et tu te douches dans les loges. Ah oui, Donc, en gros, ouais. non, c'est la vie d'artiste. C'est la vie d'artiste. Oh, c'est une bonne expérience quand Mais même. c'est exceptionnel Ouais. parce que c'est concentré sur novembre, décembre. Ouais. Parfois, c'est 4 dates d'affilée, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, pour tout vous dire, il n'y a pas un seul show où on n'a pas eu de standing ovation. Ouais. Pas un seul Ouais, ça show. m'étonne pas. Surtout qu'on termine généralement par Le Roi Lion, l'un des plus grands succès de tous les temps, magnifié par les chansons de Elton John et de Hans Zimmer. Ouais. Et là, pour le coup, on les prend au trip. Hein. Ouais, non, mais c'est ça qui est fou. Comment tu t'es retrouvé à animer ce concert? Le producteur de Disney en concert me voit sur TPMP, ou plutôt son papa, et il me dit, tiens, ce petit jeune, il parle aussi bien aux mamans qu'aux enfants, il présente bien, tu devrais le contacter. Et il m'a contacté. Au départ, je pensais que c'était une blague, mais j'ai quand même répondu. Et je dis, allez, c'est parti, c'est OK. Et il y a eu le Covid entre-temps, mais ça a pris un peu de temps, mais voilà. Et il a cru en moi, et me voilà avec la cassette Disney. Donc merci la télévision. Ouais, c'est fou. Merci la télévision. C'est fou. Merci la télévision. En fait, si tu dois refermer cette expérience dans ta vie quand même, elle t'a apporté énormément de choses. Énormément de choses. Ouais. Enfin, ta vie n'aurait peut-être pas été la même Bah non. si t'avais pas eu cette expérience. Complètement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude. Ouais. Et je ne cracherai jamais dans la soupe. Jamais. Et c'est juste incroyable. Et Ouais. après, les choses évoluent. Mais chaque chose apporte son lot de surprises. Et en fait, les gens parfois font parfois la similitude entre Disney en concert et Disneyland Paris. Ce sont deux entités différentes. Bien sûr, mais je travaillais à Disneyland pour le magazine. Parc Oui. Magazine et C'est avec le- Disney pour le show. C'est le même langage, quoi. C'est le même langage. C'est le respect du public, de belles histoires que l'on raconte et cette capacité à émouvoir petits et grands. Moi, je suis content parce que je vois un mec qui s'éclate, qui a, je pense, dans sa vie, jamais fait des mauvais choix et qui aujourd'hui fait ce qui lui plaît. Tu as eu des opportunités à un moment que tu as saisi et puis en fait, le message que tu passes aussi aujourd'hui et que moi vraiment je soutiens à fond, c'est on a beaucoup de chance de vivre de ce qu'on aime faire. Ah mais oui, carrément. C'est ça qui est fou et il faut se rendre compte, tu t'en rends compte de cette chance que tu as aussi. Je pense, Ouais. chaque jour quand tu vas animer un concert pour Disney devant 20 000 personnes ou 50 000 personnes, que tu présentes une émission sur la magie en prime time, c'est fou quand même. Ah, c'est complètement. T'arrives à te poser des fois, te dire, ok, c'est quand même fou ce que je vis. Bah, en fait, comme c'est mon quotidien, Tu réalises pas. je réalise pas. Je suis très content. Et à chaque fois, je fais ça comme un match de tennis. Ouais. C'est-à-dire que je le fais bien, je me concentre. Et effectivement, avec le recul, maintenant que tu le dis, c'est tellement des belles marques. En fait, le fil rouge de tout ça, c'est le divertissement. C'est l'entertainment.
tu remarqueras, il y a une vraie cohérence entre la magie, tout à fait. Disney. C'est pour ça que je te dis, pour moi, tu fais pas les mauvais choix. Les médias. Tu réfléchis toujours. Ouais. Et ouais, ça tombe comme ça. J'avoue que j'ai beaucoup de chance. Et ça, c'est aussi grâce à ma mère, parce que en fait, en sortant de mon bac à Belfort, je devais aller à Besançon pour faire un Infocom, parce que je vois information et puis à côté chez mes parents. Ouais. Elle dit mais qu'est-ce que tu vas foutre à Besançon, même si j'adore Besançon, mais t'as plus de possibilités. Et les médias, c'est à Paris. Donc, suis ta petite copine à Paris. Elle t'a influencé dans le choix à ce moment-là? Bah, bien sûr. Ah, oui. Et donc, ça, c'est merci maman. Ouais. Et puis voilà. Et puis comme après, quoi, tu te fais. C'est à toi après de faire tes preuves et de dire, De faire tes preuves et puis d'y aller, de foncer. Ouais. Au départ, j'étais pas très très bon jeune journaliste. Tu sais quoi, tu dois retranscrire une interview. T'as pas de chat GPT à l'époque. Donc, je mettais une demi-journée pour écrire une interview. Ouais. C'est compliqué. Donc, ça fait travailler ton cerveau et puis après, les choses viennent naturellement. Tu as le temps d'aller voir quand même des spectacles? Je sais que tu es un fan de spectacles. On a de la chance. À Paris, on a beaucoup de chance. J'avoue qu'il y a quand même plus de comédies musicales à Londres. Oui. Mais... Non, mais sans être forcément des comédies musicales, du théâtre, des concerts. Des concerts, j'adore. Ce genre de choses-là. C'est je sais pas si tu arriverais à me dire, dans les 3 dernières années, quel est le plus beau spectacle que tu as vu, en dehors des shows où tu travailles toi, un truc qui t'a marqué vraiment en spectacle? Alors, il y en a 3 parmi les plus beaux shows. Bon, The Lion King à Mogador, qui est pour moi dans le top 3. Il y a la Cinécénie du Puy du Fou, qui est un spectacle exceptionnel. Franchement, allez le voir. C'est un show et lumière avec un millier de figurants. C'est à vivre une fois. C'est à vivre une fois. C'est waouh, c'est une vraie claque. Et on va dire, comme j'aime bien ce film-là, je vais voir la comédie musicale Retour vers le futur avec un final incroyable où t'as une DeLorean. Mais tout le monde m'en parle. Je ne l'ai pas vu. Il faut que je retourne à Londres le voir. Qui vole dans la salle. Oui, non mais avec les gens dedans. C'est fou. Dans la DeLorean, elle tourne. Ouais. Ouais. Et là, tu t'es dit, attends, c'est de la magie, ça? C'est de la magie. C'est vraiment de la magie. Non, mais j'ai hâte d'aller voir ce show. Tu vois, c'est dans mes top 3. Ouais. Londres, pour ça, c'est une ville extraordinaire. On a la chance d'y être à 2h30 de Paris, quand même. C'est très cher. C'est un budget, par contre. C'est un vrai budget, mais si tu budgétises bien, puis ça peut te faire plaisir. Si on aime vraiment le monde du spectacle vivant, il faut y aller. Faut y aller. C'est vraiment hallucinant. Même si en France, quand même, on a des très belles prods aussi. Moi, tu vois, Starmania, par exemple, ça m'a marqué dans les 3 dernières années. C'est dans le top 5, ouais. Franchement, c'est un spectacle hallucinant, une des plus grosses productions de ces 10 dernières années. Faut pas lésiner sur les lumières. Non, mais oui, mais c'est... Et même les performances, les artistes. Bon, voilà, il y a quand même des belles propositions. Il y a des spectacles qui sont en train de se créer aussi, des reprises qui vont se faire sur pas mal de choses. Donc, moi, je suis très à l'affût de ça, parce que pareil, je suis un grand passionné de spectacles. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis aussi sur les spectacles. Je sais que t'en vois pas mal aussi. C'est complètement dingue. Et puis, les nouvelles technologies font que... on arrive à quand même à des grosses qualités. Et puis, la fameuse culture de l'économie musicale qui commence à bien s'imprégner en France, doucement, mais sûrement. Tu te vois plus sur scène ou à la télé, toi, dans l'avenir? Les deux, mon capitaine. L'un n'empêche pas l'autre. C'est 2 plaisirs coupables différents. La télé, c'est l'immédiateté. Tu captes le grand public. Et puis sur scène, tu ressens le public. Là, c'est complètement dingue. Tu sais qu'en télévision, un sourire peut... dédramatiser, en cas créer une connivence immédiate avec le spectateur. Quand tu te fais par exemple attaquer sur une vanne ou un truc, on me racontait toujours Julien Courbet ou Bernard Montiel me disait, si tu te fais attaquer, tu smiles, tu souris, et ça passe. Et effectivement, ça passe. Sur scène, tu te donnes au même niveau. Pour être en connexion avec le public, capter la dernière personne au fond de la salle qui a payé sa place peut-être 10 euros, 15 euros, qui a comme économisé pour ça, mais que tu as fait rêver au même niveau que celui qui est devant, carrière. Ouais, c'est vrai que c'est 2 choses qui sont différentes. Moi, j'aime le côté un peu, je bosse chez moi pour faire mes articles. Et puis d'aller se donner un petit peu sur les plateaux de télé. Être au contact des gens aussi, c'est quelque chose mais complètement. Qui est assez cool dans ce milieu-là. Ouais, ce qui m'a fait gagner du temps, c'est le télétravail. La période Covid, le bénéfice, c'est la vertu du télétravail. Donc le temps que je gagne à ne pas faire l'aller-retour dans les transports en commun fait j'ai pu développer d'autres choses en création, bien sûr, puisqu'il faut être créateur de valeur. Oui, c'est vrai. Et pas se sentir arnaqueur quand tu crées quelque chose. Il faut croire en soi. Mais donc là, pour toi, donc on enregistre ce podcast, on est en janvier 2025. 2025,
est-ce que tu as déjà, toi, des horizons de travail? Est-ce que tu sais que tu vas refaire de la télé? Alors, Disney, ok, les Mandrakes, ok, mais est-ce qu'il y a des nouvelles choses pour toi que soit tu as envie de faire, soit qui sont déjà signées? Moi, ce que j'ai envie de faire sur 2025, les objectifs sont simples, c'est de capitaliser sur ce que j'ai déjà, la presse écrite, la scène, la télévision. Donc là, ça va être au fil des opportunités. Et puis, développer la marque de mon magazine en développant aussi de la production audiovisuelle, de documentaires sur cette thématique. Ah ouais, c'est quelque chose qui te plaît, ça aussi. Ouais. C'est du temps. Hein. Ça prend du temps, mais surtout, il faut savoir bien s'entourer. Ouais. Quand tu sais bien t'entourer avec les gens qui ont le savoir-faire, ça va. Après, tu chapeautes le truc. T'essayes d'être le plus. Il y en a un petit peu possible. Des docs sur RMC Story. Moi, j'aime bien regarder ces trucs-là. C'est de la niche, hein, mais alors, comment est faite cette attraction et tout, tu vois, c'est toujours des mags. Et puis, je crois que C8 en diffusait pas mal aussi, que Mathieu Delormeau produisait à l'époque. C'est ça. Mais moi, je prends toujours plaisir à regarder ce genre de. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, t'as plein d'angles. T'as l'angle zone interdite où tu suis une famille. T'as l'angle capital sur le business. T'as l'angle RMC Story sur. On va raconter l'histoire d'un jeune qui va se lancer dans un parc. Et t'as le côté mécanique et technologique de RMC Découverte. Donc en gros, tu as 30 000 angles à chaque fois. Et puis, le plus important, c'est que tu racontes une histoire avec un début, un milieu, une fin, un cliffhanger, quelque chose dit qu'est-ce qui va se passer, l'ouverture. Tu suis quelque chose. À chaque fois, c'est différent. Et puis, il y a tel investissement dans l'univers des parcs ces dernières années qu'il y a plein de choses à raconter. Zone interdite tous les ans au Capital, au parc Astérix. Mais ils arrivent quand même à capter le truc. Je trouve que c'est toujours très bien monté en fait. Super bien monté. Et surtout que c'est des tournages qui s'étendent sur 3 à 6 mois à chaque fois. C'est fou. Donc t'as de la matière, t'as du contenu, t'as de l'interview, t'as des témoignages. Et je pense que les parcs acceptent aussi parce qu'en vrai ça leur fait de la pub. Bien sûr. Gratuite. Bien sûr, c'est de la pub gratuite. Après, à eux de bien cibler la communication. Faut faire attention, parce que on peut vite aller dans un. Et je sais qu'il y a certains parcs qui parfois ont laissé rentrer des équipes de tournage et qui s'en mordent un peu les doigts parce que ils ont été un peu trop transparents. Ah oui, c'est ça. Ouais. Tu laisses trop d'infos et en fait il y a des trucs qu'il faut pas dire. Enfin, faut maîtriser sa communication. Comme disait un grand producteur, le plus important c'est qu'on parle de toi d'une manière ou d'une autre. Exactement, c'est vrai. Je termine toujours avec la même question, Maxime. L'émission s'appelle Fantastique. Alors, Maxime, quel a été le moment le plus fantastique de ta carrière? Celle d'avoir été interviewé par Adrien Thomas. Bon, ça tout le monde me le sort, mais le vrai moment. Je pensais être original et être le premier. Et non. Donc, si tu veux, je te laisse 2 secondes pour réfléchir. C'est vrai que je l'envoie pas. Parce que je veux du spontané, je l'envoie pas avant la question. Je dis, là, spontanément, il y en a plusieurs, forcément, mais tout de suite, qu'est-ce qui devient le moment le plus fantastique depuis que tu fais ce métier? Le moment le plus fantastique, c'est quand l'émission de télévision que tu as tournée, notamment Les Mandrakes, d'or, quand tu as la tête de ta propre émission de télévision et que tu la regardes en famille pour la première fois. Moi, j'ai les mains moites, tu sais. Et tu es en famille, du coup? Ouais. C'est toujours pendant la période des fêtes de Noël. Donc, je suis toujours un peu les mains moites et je suis comme ça. Je suis sur les réseaux ce qui se disent. Je tweete en même temps pour être en lien et en faire la promo. Et puis, ce sentiment très étrange le lendemain pour les audiences. Les premières années, très stressé, mais c'était plutôt bon. Et donc, tu as un saut d'adrénaline quand tu as atteint ton objectif. J'ai connu aussi des audiences un peu plus faibles sur d'autres programmes, mais ça te carapace. Donc, ce moment d'exaltation, quand tu as la bande-annonce qui sort, quand tu as l'émission qui est diffusée, et là, tu dis, ça y est, on a fait le taf, maintenant... Le produit ne nous appartient plus, on l'a fait. Et c'est ce fameux lâcher-prise qui est intéressant. Donc, le moment le plus fantastique de ma carrière, c'est très clairement celui où je suis à la tête de mes propres émissions. Ouais. Et que tu le partages avec ceux qui te sont chers. Voilà, t'as tout compris. Ouais. En fait, c'est de la fierté aussi. Oui, et puis l'envie de faire rêver. De faire rêver et à ce moment-là, tu oublies, je pense, les spectateurs. Tu dis, là, je veux faire rêver ma famille. Ça, mais quand tu fais rêver ta famille, normalement, tout le monde rêve. Normalement, c'est universel, le rêve. Mais on fait souvent quand on bosse dans les médias, on a toujours cette référence aux parents. On veut que les parents soient fiers de nous. On veut pas se dire que mon fils, il a raté sa vie. Non, on veut donc voir dans leurs yeux de la fierté et de se dire, tu vois, j'ai réussi. Ouais. Après. Chaque nouvelle émission est un nouveau combat. C'est un défi, ouais. C'est un défi et on est dans un métier où tout est en perpétuel renouvellement. À chaque nouveau magazine, c'est un renouvellement. Est-ce que ça va plaire? À chaque nouvelle émission, est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais pas me prendre la langue dans le tapis? Ouais. On va voir. Mais en vrai, faut croire en soi et puis il faut travailler. Je pense que
le secret, c'est 90% de travail, 10%, 5% de talent et 5% de chance. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est que le travail. Il n'y a pas de boulot. Y a Moi, les gars qui n'arrivent pas à avancer, mais qui ne travaillent pas, il n'y a pas de secret. Il y en a qui ont des facilités, et tant mieux pour eux. Mais je pense que le travail, au bout d'un moment, les gens, ils veulent du sens, ils veulent de la profondeur. Et quand on leur apporte ça passe par l'eau. Ça passe. Ouais, bien sûr, mais c'est important de dire ça et c'est bien de terminer là-dessus. C'est-à-dire que le travail, moi je donne aussi toujours cet exemple parce que comme moi j'étais à Fun, je rencontrais beaucoup de gros artistes, de DJ, et celui qui m'a marqué c'est forcément David Guetta. Et c'est quelqu'un qui a aujourd'hui est un des personnages les plus connues du monde. C'est un mec qui bosse non-stop. Donc c'est l'exemple que je donne aussi aux jeunes DJ. Je leur dis en fait, Guetta, s'il est encore là, c'est qu'il travaille. C'est pas un mec qui a travaille tout et eu. il a su bien s'entourer. Exactement. Et c'est vrai, tu as raison, il a une équipe avec qui il est fidèle, etc. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est le boulot. En fait, quand on ne travaille pas, on n'a rien. Par contre, quand on bosse et quand on commence à être engagé dans un taf et tout, en fait... Alors, il y a le travail et je rajouterais une notion hyper importante pour la réussite, c'est le plaisir. Faut que tu aies du plaisir dans ce que tu fais. Si tu crées un mag ou un escape game, tu mets pas de plaisir, tu mets pas un peu de toi, de l'exaltation. Tu sais, ce sentiment où, quand t'es gamin, t'ouvres un papier cadeau, t'es heureux. Et il faut que ce sentiment, tu l'aies dans tout ce que tu fais. Et je te jure, quand t'as ce sentiment de plaisir, c'est de la fréquence, c'est de l'énergie, c'est impalpable, ça marche. Les gens le ressentent peut-être. Les gens le ressentent, j'en suis sûr. Ouais, c'est sûr. Mais j'en suis convaincu aussi. Là-dessus, tu es fraîchement convaincu. Tant mieux. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'étais ravi d'écouter un peu ton histoire, de toutes tes activités et tout. J'avais prévenu, il y avait beaucoup de choses à dire, mais voilà, on a fait le tour. On a oublié quelque chose ? Pas à ce que je sache. Voilà. Bon, tant mieux. Bravo, t'as été très complet. Je pense avoir fait le tour. Donc, allez acheter Parquet Loisirs Magazine si vous aimez vraiment cet univers, ou si vous le connaissez pas, découvrez-le, achetez le mag et puis vous verrez, c'est vraiment un très très beau magazine qu'il faut se procurer. Et puis le Disneyland Concert, j'ai même pas besoin de dire aux auditeurs d'y aller parce que naturellement on a envie d'aller voir ces concerts tellement c'est magnifique, c'est un moment incroyable à vivre en famille, entre amis. Bref, voilà, c'est vraiment aussi des bons moments. Et puis les Mandrakes, la magie, continuez à aller voir des spectacles de magie, allez voir du spectacle vivant, faites-vous plaisir. Je pense que là on a donné aux gens aussi envie de continuer à voir du spectacle, donc tant mieux. Merci Maxime. Merci Adrien. Et à très bientôt. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fantastique. Salut.